Salut Francis, j'ai essayé ce matin quelque chose d'assez particulier. Tu m'as mis dans une chambre qui pèse 2 tonnes ou 3 tonnes, tu m'as dit, Mmh. dont les murs sont en sable, parce que sinon il risquerait d'être fissuré par la puissance des sons qui sont projetés à l'intérieur. Et donc moi j'étais allongé sur un lit et j'ai été massé par ces vibrations. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce concept? Alors, effectivement, c'était un moment assez rigolo et assez plaisant, je pense, pour toi. Alors ça s'appelle c'est des sons basse fréquence, en gros. Pourquoi il y a des murs de 40 centimètres? Parce que les basses fréquences, elles ont un pouvoir, ultra puissant, justement, sur les masses solides. Mais pour revenir un peu à l'origine de ça, c'est une société qui s'appelle Audio Vitality, pour laquelle je travaille actuellement et qui est basée à Lausanne. Et puis en gros, Audio Vitality, c'est une société qui développe de la haute technologie pour à la fois des aspects de santé, mais aussi de bien-être et de performance sportive. La technologie de base, le concept de base, c'est produire des sons qui vont induire des vibrations. En anglais, c'est des whole body vibrations, qu'on impose et qu'on induit sur toutes les parties de l'organisme, du corps, aussi bien en superficie qu'en profondeur. Et on parle de basse fréquence parce qu'en fait, les fréquences de vibration oscillent entre 40 et 80 Hertz. Pour vous donner un ordre d'idée, si on lors des tremblements de terre, par exemple, on casse un immeuble aux alentours de 4-5 Hertz. Donc 40 Hertz, c'est effectivement, si on n'a pas des murs de 40 centimètres plein de sable, les ondes risquent de, un, sortir avec du bruit que ça fait, et puis deux, de fissurer probablement l'immeuble qui contient les studios. Donc voilà. J'avoue que ça m'a fait quand même un petit peu peur quand tu m'as dit ça et que je me suis imaginé à devoir être à l'intérieur de cette pièce. Alors j'étais allongé sur un lit et donc effectivement tu parles des vibrations. J'ai senti ces vagues de vibrations qui partaient des jambes et puis qui petit à petit remontaient vers ma tête. C'est pas du tout stressant en réalité, tel qu'on pourrait l'imaginer. Au contraire, j'ai senti une très très forte activation du système parasympathique. Je me suis détendu avec un tonus vagal qui est descendu à zéro, quoi. Et vraiment, tu vois, après un quart d'heure, j'étais vraiment parti, quoi. Tonus 0, 0, 0, quoi. Et donc un état de détente extrêmement intense. Euh, Qu'est-ce que ça fait réellement sur le corps? Parce que là, tu dis, ok, il faut des murs de 40 centimètres parce que sinon ça le fissure. Pourquoi est-ce que déjà ça me fissure pas moi? Et qu'est-ce qui se passe réellement au sein de mes cellules, au sein de mon corps? Alors, c'est pas si direct que ça, c'est-à-dire que le système de triphonie, c'est-à-dire qu'on a 3 enceintes, comme tu as pu voir au-dessus du lit. Chaque enceinte distribue des sons à une certaine fréquence. La collision de ces sons, la résultante, en gros, c'est des oscillations entre 40 et 80 Hertz. Donc, on n'est pas sur de la pure 2, 3, 4, 5 Hertz, évidemment, et c'est pour ça que c'est pas dangereux. Et puis nous, on n'est pas une surface dure, fragile, on est plutôt malléable, l'organisme est plutôt mou. Donc de toute façon, il y a aucun risque absolument. La seule contre-indication aujourd'hui qu'on a liée uniquement aux vibrations, c'est des gens qui portent des stents. Et ça, c'est une contre-indication absolue parce que ça pourrait le faire bouger. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a pas de risque sur l'organisme. Il y a simplement deux mécanismes d'entrée dans l'organisme qu'il faut avoir en tête par rapport aux vibrations et à nos sons qui sont très particuliers et uniques aujourd'hui. C'est une entrée très mécanique au final, puisqu'on fait vibrer les muscles, les masses dures, les masses molles aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait des mesures d'échographie musculaire pendant les séances de vibration, et on voit que les fascias profonds du quadriceps, par exemple, vibrent en priorité, et puis les vibrations se dissipent vers la surface du muscle. Donc on a vraiment une stimulation ultra mécanique, ce qui est, comme tu disais tout à l'heure, t'as vécu presque un massage, bah, c'est un peu ça. Globalement, on masse un peu les cellules, on masse les fibres musculaires, et puis on a probablement un effet un peu drainant aussi. Donc ça, c'est la première entrée dans l'organisme de nos vibrations. La deuxième, c'est grâce à tous les récepteurs qu'on a à la surface de la peau, donc
les poils, les récepteurs de Pacini et les corpuscules de Messner, qui sont des récepteurs qui sont sensibles à ces seuils de vibration qu'on a nous. Et donc une fois qu'on stimule l'ensemble de ces récepteurs, on va aller stimuler le système nerveux autonome. Et c'est vrai qu'on a des sons qui sont très axés parasympathiques. Donc on va aller stimuler le parasympathique et le booster de manière assez rapide, effectivement. Ouais, donc c'est vraiment un massage ou une séance de sophrologie, tu vois, un peu sous stéroïde. Où, non, mais franchement, en termes de détente, c'est puissant. J'ai testé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai rarement ressenti un tel état d'apaisement. On va revenir de toute façon là-dessus, sur la stimulation du nerf vague, etc. Je trouve que c'est un sujet intéressant, surtout dans nos sociétés qui sont de plus en plus stressées. Et puis, quand on parle de récupération, c'est vraiment important d'être capable d'activer ce parasympathique. Tu parlais du massage des fascias par les vibrations. Est-ce que ça pourrait être semblable aux avantages qu'on pourrait tirer de l'utilisation d'un pistolet de massage, par exemple un Theragun, sur les fascias? Alors, on n'est pas à ces niveaux de fréquence de stimulation, parce que le Theragun, c'est effectivement des chocs. On parle plus de chocs que de vibrations, même si on induit des vibrations internes et profondes au niveau des fascias. Mais c'est simplement, la stimulation reste un choc à la base. Nous, on n'est pas sur de la stimulation choc, on est vraiment sur de la vibration, et comme tu as pu le sentir, de la micro-vibration même. Donc on est beaucoup plus diffus, beaucoup moins local que ce style de stimulation. Mais au final, sur un peu du moyen terme, je dirais, on va retrouver des réponses physiologiques un peu similaires, dans le sens où on a un effet probablement inflammatoire sur le moment, qui va amener un peu plus d'oxygénation sur les surfaces ou les zones qui sont un peu lésées, et qui sont peut-être contracturées, un exemple assez facile, et on aura aussi de toute façon cet effet un peu drainant, dans le sens où quand on fait vibrer une cellule, elle se vide souvent de son contenu pour se remplir après. Donc il y a cet effet vraiment drainant, et sur des problématiques assez particulières d'œdème suite à des phénomènes inflammatoires par exemple, on obtient ce genre de résultat. C'est-à-dire qu'on a on a cet effet encore une fois drainant, où on élimine un peu le liquide grâce justement à ces vibrations, mais qui sont pas des chocs. Voilà, on a vraiment une enveloppe vibratoire qui est micro-vibratoire, quoi. Et dans une perspective plus de récupération sportive ou même d'entretien de la flexibilité, de la mobilité et justement de cette souplesse des fascias, est-ce que d'après tes recherches, il y a un intérêt justement à tout ce qui est Theragun, rouleau de massage, justement tu parlais de cette vascularisation qui est permise par ce choc ou par cette stimulation qui peut-être favorise le drainage. Pardon, le drainage et le renouvellement cellulaire, l'évacuation peut-être des toxines, tu vois, quand tu fais du sport, tu t'acidifies le milieu, etc. Tu penses que ça a des intérêts? J'interromps ce podcast pour te partager 2 techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite. Moi, je pense qu'il faut bien faire attention à ces pratiques qui sont des pratiques relativement stressantes au niveau local. D'un point de vue récupération, probablement qu'il y a des intérêts, mais l'intérêt majeur que moi je vois aujourd'hui, c'est plutôt en termes de préparation. C'est-à-dire que les micro-chocs, grâce au Theragun par exemple, on va les utiliser pour échauffer et préparer le muscle à un exercice type crossfit, renfort musculaire, des choses comme ça, justement pour amener de la vascularisation, pour amener de la stimulation et du flux sanguin, et pour préparer le muscle à mieux fonctionner et à utiliser tous les substrats dont il a besoin pour fonctionner et optimiser un peu son fonctionnement. Après, pour la partie récupération, il y a d'autres, à mon avis, à mon sens, d'autres d'autres outils qui sont un peu moins traumatisantes, moins traumatiques, et qui sont tout aussi efficaces, à mon avis. Bah, allons-y. Alors, selon toi, quels sont les meilleurs hacks de récupération? Je vais pas prêcher tout de suite pour ma paroisse, mais il y a des... Alors, moi, j'aime bien parler de contrastes et puis de sujets un peu tabous, notamment dans ce milieu-là.
Aujourd'hui, si on parle récupération à un club de foot professionnel, on va parler bain froid, on va parler cryothérapie, massage, massothérapie, choses comme ça. On sait aujourd'hui qu'il existe différents types d'outils qui nous permettent d'optimiser la récupération. La plupart du temps en stressant un peu l'organisme pour induire les réponses physiologiques attendues. Mais par exemple, la cryothérapie, on s'aperçoit que dans les sports d'endurance, c'est pas forcément le meilleur moyen pour récupérer. Vaut mieux récupérer après, je sais pas, on va prendre un contre-la-montre en cyclisme. Vaut mieux récupérer dans la chaleur que dans le froid, ou même dans le milieu ambiant. Le froid est plutôt limitant la récupération. De nouveau, parce que ça coupe certains processus de récupération spontanée. Par exemple, après un entraînement en force, un renforcement musculaire, ou voilà, on va stopper dans le froid les mécanismes physiologiques attendus par la stimulation qu'on a induite. Donc, il faut bien savoir utiliser ces outils-là de récupération. Tout n'est pas bon après récupération, et encore une fois, tout doit pas être fait au même moment dans les mêmes conditions. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai pas un outil magique pour la récupération. J'ai tendance à penser que pour induire une récupération optimale, il faut bien sûr choisir l'outil, un outil validé scientifiquement, un outil qui a fait ses preuves, mais un outil qui n'est pas obligé d'induire un stress à la base. C'est-à-dire que on en parlait aussi un peu avant le podcast, mais la cryothérapie, ça fonctionne. Les bains froids, ça fonctionne. Là, on a le lac Léman à nos pieds tous les jours, on sait ce que c'est. Mais ça demande d'induire un stress déjà psychologique avant d'y aller dans l'eau, et puis ou dans le froid, une chambre de cryothérapie, et un stress pendant. Et c'est cette accumulation de stress qui, normalement, en théorie, facilite la récupération. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même ce côté stressant qui n'optimise pas la récupération. Donc là, si je dois parler d'un autre sujet, comme par exemple, voilà, les whole body vibration, ou les vibrations par son, comme tu as pu le vivre ce matin, nous, on a un protocole qui est assez ciblé sur la récupération physiologique, notamment l'activation du système parasympathique, et on est dans un environnement extrêmement agréable, confortable, et adapté aux athlètes, quel que soit le type d'athlète. Parce que du coup, on stimule un processus de récupération et pas plusieurs. On brouille pas l'organisme avec voilà, attention, allez, sois courageux, va te mettre dans l'eau ou va te mettre dans une chambre à moins 110, tu verras, c'est pas très long. Bon, d'accord, mais il faut déjà y aller, il faut se mettre en sous-vêtements, il y a tout un processus comme ça de préparation, alors que la récupération, ça doit être un peu plus spontané, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Déjà, sur les modalités du froid et du chaud, le froid, en fait, est anti-inflammatoire. Et notamment après une séance de musculation, par exemple, l'inflammation est un des médiateurs, un des marqueurs qui pousse au corps à suradapter et à construire de la masse, à revenir plus fort. Absolument. Oui. Donc, et à l'inverse, par exemple, le chaud stimule l'hormone de croissance qui peut avoir un intérêt dans ce contexte-là. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vrai que quand on parle de ces outils de récupération, que ce soit le sauna, le froid ou d'autres, c'est assez marrant de constater qu'en réalité, on récupère en stressant le corps. Et ce qui peut sembler paradoxal. Donc, après, je trouve qu'il y a quand même plusieurs formes de stress. Tu vois, par exemple, parfois, j'ai une semaine ou une journée qui est très fatigante sur le plan cognitif. Donc, potentiellement, ma dose de stress est déjà élevée. Et pour autant, je vais aller faire une séance de sport qui devrait être un stress aussi pour mon corps, mais qui va plutôt faire diminuer la cuve. Et je vais revenir, je vais me sentir mieux, tu vois, limite plus énergique, etc. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà pu constater que parfois tu te lèves, t'as peut-être pas hyper bien dormi ou t'es pas très énergique, voilà, et tu vas faire une séance de sport et ça t'énergise. Donc c'est marrant cette double modalité du stress qui parfois te fatigue et épuise le corps, et dans d'autres contextes l'active et lui permet de récupérer justement. Et comment est-ce que tu fais le distinguo entre les deux? Comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit pas trop et que tout ça s'articule bien? Tu vois, moi, par exemple, j'adore le froid le matin parce que je trouve que ça me met en énergie pour ma journée. Puis il y a aussi tout un pattern autour de ça, l'idée d'avoir une victoire contre moi-même, enfin le fait que ce soit une routine, donc il y a un ancrage qui va avec. Et pour autant,
après un trail, je vais pas aller me mettre dans le froid, je vais pas aller dans le lac, parce que je sais que j'ai déjà couru 3 heures, 4 heures, que potentiellement j'ai une fenêtre d'immunodépression liée au sport, et que si je vais mettre dans le froid, ça va être un stress supplémentaire, certes qui pourrait avoir des effets anti-inflammatoires intéressants dans le cadre de l'endurance, mais qui vont aussi me augmenter un stress qui est déjà important et potentiellement me mettre en risque carrément de tomber malade. Par contre, peut-être que le sauna qui va me détendre, d'ailleurs après une journée, sans même parler de sport, après une journée fatigante, même d'un point de vue cognitif, je trouve que le sauna m'apaise aussi intellectuellement. Tu vois, je t'avais déjà dit que j'ai déjà médité tous les jours pendant plusieurs mois et en réalité ça m'apportait des bienfaits, mais je devais me forcer. J'ai la sensation que le sauna m'apporte cet apaisement mental, mais en même temps me fait plaisir, me fait du bien. J'ai du plaisir à être dedans. Donc il y a... Et d'ailleurs, ça nous met encore en relation avec, parce que quand tu le disais, le fait d'aller faire la cryothérapie, outre le stress de la cryothérapie en elle-même, il y a aussi potentiellement le stress qui la précède, qui est de décider d'aller dedans. Ben, par rapport à la méditation, par exemple, si ton discours interne, c'est de te dire, OK, je dois me forcer à faire ces 20 minutes dans une journée qui est déjà surchargée, etc., et que, en fait, tu passes à côté du truc. Tandis que ton sauna, si tu te réjouis d'aller dedans parce que tu sais que tu vas passer un bon moment, le discours interne et la relation avec le stresseur est complètement différent. Et là, ça nous met en perspective avec l'effet placebo et l'effet nocebo, qui est largement documenté quand même par la science. Et d'ailleurs, moi, tu vois, dans toutes les routines que j'ai au cours de ma journée, je pense qu'elles ont des effets physiologiques. Et d'ailleurs, c'est le fait que je crois en ces routines qui leur permet d'agir. Mais outre l'aspect physiologique, il y a aussi tout ce discours interne que j'entretiens avec elles et qui mettent mon cerveau dans certaines dispositions en mode, c'est bon, j'ai fait ça, je vais avoir tel bienfait. Et en fait, c'est autoréalisateur. Ouais, mais absolument. Et puis, c'est vrai que là, il y a un sujet un peu sous-jacent, c'est que là, on parle de différents outils que tu utilises ou qu'on utilise justement pour voilà, récupérer, pour performer, pour si ça, voilà, peu importe. Mais ça s'inscrit dans un quotidien, dans une routine, comme tu dis. Et je crois qu'il faut identifier des bons répondeurs et des mauvais répondeurs. Parce qu'on n'est pas tous répondeurs de la même manière à un stress, qui peut être d'un stress de chaud, de chaleur, de froid, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, ça, on le fait pas. Et on le fait peu. En tout cas, les athlètes ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ils vont prendre pour argent comptant que le froid après un exercice, ça va me permettre de mieux récupérer. Bim. Et ils savent pas s'ils sont bons répondeurs ou pas. Ça marche au feeling, à la sensation. Ils n'ont pas le temps d'aller doser des biomarqueurs, d'aller doser des choses voilà. Encore que maintenant les outils connectés permettent de se monitorer, et puis quand on est un peu plus professionnel, on prend le temps de regarder tout ça, et puis souvent c'est pas nous qui le faisons, c'est le responsable de la performance qui analyse les données. Mais en tout cas, il faut pouvoir, à mon sens, profiler les individus en fonction de, voilà, est-ce qu'on a un bon répondeur au froid? Est-ce qu'on a un mauvais répondeur au froid? Il faut adapter. Il y a suffisamment aujourd'hui d'outils qui permettent de personnaliser les aspects de récupération, même de stimulation pré-course ou choses comme ça, quoi. Donc voilà. Et puis l'autre côté dont tu parlais, c'est le côté quotidien, le côté routine. C'est vrai que quand on a les moyens d'avoir différents outils qui permettent d'optimiser des phases de repos, des phases de sommeil, de stimuler sa concentration, son focus, etc. Bah, c'est très bien, mais il faut le faire quotidiennement. Il faut arriver à trouver un moment dans la journée, de manière régulière, hebdomadaire ou peu importe, mais de le faire. Et c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a pas mal cette approche dogmatique à chercher la formule magique, tu vois, le truc qui va nous permettre avec A plus B, d'avoir assurément C, alors que le monde, le vivant, fonctionne pas comme ça, il est infiniment plus complexe, et peut-être que c'est le fait d'avoir l'habitude, tu vois, d'aller chez le médecin, et puis il nous donne une pilule, et puis ça y est, le problème est réglé, tu vois, ou ces méthodes, ce marketing qui te dit, voilà, suis cette méthode, et puis dans 10 semaines, t'auras un six-pack, etc. Alors que dans les faits, c'est vraiment pas le cas, et je trouve qu'il y a une perspective intéressante au niveau de la nutrition, qui est quand même un sujet déterminant de ces dernières années, tu vois, il y a quand même toute une hype autour des régimes, du meilleur régime, de la meilleure alimentation, de qu'est-ce qu'on devrait manger. Et d'un côté, tu as des mecs qui disent il faut être végétarien, l'alimentation plant-based, c'est la meilleure et toutes les études le montrent. Puis de l'autre côté, tu as des mecs qui disent il faut être carnivore parce que les plantes essaient de nous tuer. Et quand tu écoutes l'un ou l'autre, ils arrivent à te convaincre et tu te dis putain, mais en réalité, c'est fou, ils disent l'inverse et pour autant, on dirait qu'ils ont tous les deux raison.
Et moi, je pense, ma conviction là-dessus, c'est que on a des individualités génétiques. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass sur le sujet avec le docteur Mouton, parce que je trouve que c'est vraiment une révolution dans l'approche nutritionnelle de se dire que on a un génome qui a évolué par rapport à son fit, son adaptation à l'environnement. Et on n'a pas tous vécu dans le même environnement. Donc peut-être que tes ancêtres, c'était des Inuits, ils avaient l'habitude de manger du phoque principalement, et donc beaucoup de gras et beaucoup de protéines. Et peut-être que les miens, c'était des gens du bassin africain qui mangeaient des fruits hyper sucrés, et puis peu de viande ou de la viande maigre à la marge. Quand d'autres avaient plutôt une population de pêcheurs, et les derniers mangeaient peut-être des produits laitiers. Et tout ça, ça donne des prédispositions à manger plus ou moins de graisse, plus ou moins de protéines, plus ou moins de produits laitiers, à les digérer, à plus ou moins bien les digérer. Moi, par exemple, j'ai essayé à un moment d'être plus végétarien, tout ce qui est légumineuses, etc., ça me réussit pas hyper bien, tu vois, par exemple. Et y a plein de naturopathes qui vont te dire il faut manger cru parce que c'est rempli de vitamines, d'enzymes, etc. Moi, je digère très très bien le cru, donc je peux manger le midi des grosses salades avec plein de légumes, et salades énormes, hein, gargantuesques, avec beaucoup d'oléagineux. Et il y en a d'autres que je connais, ils arriveront jamais à les digérer, ça leur ira pas. Et je prends cet exemple de la nutrition pour abonder dans ton sens, c'est dire que voilà, il y a une réponse individuelle à un stresseur, à une solution. Et donc, et d'ailleurs, c'est un peu la perspective que j'essaie d'apporter avec Limitless Project. Propose des outils, et puis après, c'est à chacun de faire son chemin, de faire son exploration, de tester, de voir comment il réagit, d'avoir cette observation de lui-même pour trouver ce qui lui convient réellement. Oui, ça c'est sûr. Il y a quand même plusieurs freins à ça, hein, parce que ça, c'est le monde idéal, où effectivement on a à disposition tout un tas d'outils, de tests. La littérature scientifique abonde là-dedans. Elle est disponible de plus en plus. Aujourd'hui, un patient va voir son médecin, il en sait presque plus que le médecin sur ce qu'il a. Parce que du coup, la littérature scientifique est accessible. Et le médecin n'a pas le temps de la lire, alors que le patient, oui. Ça, c'est un problème. Mais c'est un exemple qui est adaptable à plein de situations de la vie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les outils dont tu parles, et puis la technologie, qui reste encore une fois assez accessible à mon sens, mérite d'être connu, deux testé, ce que toi tu fais, ce que moi je fais de temps en temps, etc. Mais il faut y être intéressé. Et puis il faut encore une fois connaître un peu le sujet. Voilà, il y a plein d'exemples, la luminothérapie, je sais pas, les questions hyperbares, enfin il y a plein de choses comme ça qu'on a envie d'intégrer dans son quotidien. Il y a même des centres qui sont spécialisés là-dedans, qui permettent justement d'intégrer tout un tas de routines cumulatives de stimulation sonore, voilà, visuelle, enfin des choses comme ça, mais sans aucune intégration réelle dans la vie quotidienne, dans la vraie vie dont tu parles. Parce que moi, tu vois, je suis frontalier, tous les jours je me lève à 5h25. Là, c'est des routines, tu vois, c'est pas forcément agréable, mais la privation de sommeil, c'est aussi un stress. Alors, j'essaie de le positiver, mais c'est pas toujours possible. Mais en gros, voilà, 5h25, à 6h40, je prends le bateau, et puis voilà, à 7h30, je suis au bureau. Et puis, j'ai potentiellement une vie de sédentaire totale si je me prends pas en main, si je vais pas explorer un peu mon potentiel humain. Et du coup, ben voilà, et puis le soir, je fais le trajet inverse, et puis j'arrive à 19h30 à la maison. Ah, où est-ce qu'on va placer dans une journée comme ça, soit de l'activité physique, soit des routines de bien-être, de stimulation, de récupération, etc. C'est pas facile à faire. Et quand on a le temps, quand on a les moyens, c'est, je pense, génial. Surtout quand on connaît en plus le sujet. Quand on a des vies qui sont bien chargées, c'est un gros challenge, en fait. Voilà. Mais ouais, tu mets le doigt sur un truc hyper important. Bon, déjà, j'ai bien noté clinique longévité, caisson hyperbar, lumière rouge, monitoring, variabilité de la fréquence cardiaque, tous ces sujets-là, on va revenir dessus. Mais tu mets le point sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Et tu vois, je pense que on a tendance aussi à vouloir toujours cloisonner les choses, mettre les choses dans des boîtes, tu vois, dans des définitions. C'est un peu aussi le fruit du réductionnisme, de la science, qui a plein de bienfaits, hein, je ne remets pas du tout en question. Mais, et donc penser que la séance de sport, elle doit être cloisonnée dans un créneau qui lui est dédié. Tu vois, j'ai fait un programme sur la respiration avec Stéphane Jansson. Et jusqu'à maintenant, tout ce qui était fait dans la respiration, tu vois, tu as un test, par exemple le test Bolt, qui te permet de
de mesurer ta tolérance au CO2. Et on sait que si à ce test, tu as un score en dessous de 20 secondes, potentiellement, c'est un terrain très propice au stress chronique, à la pathologie, aux maladies métaboliques et à l'inflammation. Et pour autant, donc c'est quelque chose qui a été modélisé, travaillé par le docteur Buteyko, et donc il propose une méthode pour améliorer la tolérance au CO2. Et sa méthode, elle nécessite, moi je l'ai fait pour tester, tu vois, 3 créneaux d'un quart d'heure chaque jour. Chaque jour, ça fait 3 quarts d'heure par jour. Qui a le temps de faire ça, quoi? Et donc, le postulat de départ et la façon dont on a construit ce programme avec Stéphane, c'était d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait pas utiliser des choses qu'on fait déjà au quotidien pour avoir les mêmes adaptations et les mêmes bienfaits. Tu vois, par exemple, tu es en train de promener ton chien, et ben peut-être que tu peux essayer d'avoir la respiration la plus petite possible. Donc, tu n'es pas en apnée, mais tu réduis vraiment le niveau de respiration, donc le niveau d'oxygène que tu inspires et que tu expires. Naturellement, ça va créer une forme de stress hypoxique qui va petit à petit améliorer ta tolérance au CO2. Et la promenade du chien, de toute façon, tu la faisais. Donc, le fait de rajouter cet exercice en plus ne change rien sur ta journée. Et pareil, il y a un autre sujet, je me souviens quand on s'est vu, c'était mon sujet du moment, donc on en avait parlé, le rocking, qui consiste dans le fait simplement d'avoir un sac à dos, sauf que plutôt que d'être classique, eh bien, il est lesté d'un poids. Le mien fait 20 kilos. Et donc, ça permet de transformer des trajets du quotidien, des mouvements que tu ferais de toute façon. Donc là, tu parlais du bateau que tu prenais, etc. Et ben, tout ce que tu as fait à pied, potentiellement, avec 20 kilos sur le dos, tu changes l'impact métabolique parce que, évidemment, la fréquence cardiaque va monter plus haut, etc. Tu travailles sur ta densité osseuse, sur ta force et sur ta musculature. Alors, je te dis pas que tu vas devenir un bodybuilder ou un champion de trail grâce à ça. Mais par contre, pour quelqu'un de sédentaire, je pense que c'est une façon de rendre le quotidien un petit peu moins confortable et donc d'avoir des bienfaits. De la même façon, tu vois, je pense aussi que le mouvement doit devenir évident. Par exemple, chez moi, j'ai une barre de traction au milieu de mon salon, on va dire. À chaque fois que je passe en dessous, j'ai envie de me suspendre. Et en le faisant, ma femme, maintenant, alors qu'elle n'a jamais fait une traction de sa vie, à chaque fois qu'elle passe en dessous, elle se suspend aussi. Et ma fille qui a 3 ans, qui nous voit faire, à chaque fois, elle demande pour qu'on la suspende aussi. Et en fait, naturellement, tu vois, sur la journée, il y a peut-être 10 fois où je vais faire du dead hang, donc je vais me suspendre, et peut-être que mis bout à bout, je vais passer 5 minutes suspendu, avec tous les bienfaits que ça peut avoir sur la mobilité d'épaule, sur la force de préhension, etc., tu vois, sans que ça me demande en réalité un temps dédié. Et donc, avec cette vision-là, tu vois, tu peux même te dire, aujourd'hui, on sait que la chaise, il y a des scientifiques qui disent que la chaise tue plus que le tabac. Donc, façon détournée de dire que la sédentarité, en fait, est liée à tellement de pathologies qu'on les compte même plus. Et donc, si tu prends l'habitude de te lever, par exemple, toutes les 40 minutes ou toutes les 45 minutes, pendant c'est le moment où tu te lèves, tu peux faire 10 burpees ou 20 burpees. 20 burpees, franchement, en termes de temps, combien de temps ça va prendre? 20 secondes, 30 secondes? Allez, 1 minute maximum. Donc sur ta journée, 0 impact. Par contre, l'impact métabolique, moi franchement, pourtant je suis entraîné, je suis sportif, faire 20 burpees, j'en chie, et le cœur monte à fond, tu sens un petit peu tes muscles, etc. Si tu fais ça tous les 3 quarts d'heure, ou tu fais 10 pompes ou 20 squats, mis bout à bout, à la fin de la semaine, t'as fait des milliers de répétitions en réalité. Ouais, et puis on peut quantifier en plus ça. Aujourd'hui, tu vois, t'as des montres, on a des Garmin, etc., qui te culpabilisent un peu parce que tous les quarts d'heure, elle te dit bouger, bouger, bouger. Voilà. Donc, mais je trouve ça très bien de culpabiliser un peu parce que, tu vois, c'est des choses que moi je discute beaucoup avec les étudiants de master là, à qui je donne des cours là-dessus. C'est en gros quel message aujourd'hui on donne à la population générale pour bouger. Parce que c'est clairement l'objectif. Donc, pendant un temps, on avait des messages très positifs. Genre manger, bouger, c'est bien pour votre santé. Puis on se creusait la tête pour donner des messages, voilà, très positifs, très stimulants. Si vous bougez tant, vous aurez ci, vous aurez ça, etc. Et puis on s'est rendu compte d'un autre truc, c'est que maintenant, quand tu achètes un paquet de clopes, t'as des photos de poumons cramés, etc. Tu culpabilises, on t'effraie un petit peu avec ce que tu achètes. Et il y a un message qui s'inverse un petit peu aujourd'hui, même autour de l'activité physique. C'est-à-dire que on n'est plus en train de dire, si tu bouges 10 minutes par jour, tous les jours, tu auras ça comme bienfait. On est en train de te dire que si tu fais pas ça, tu vas mourir prématurément, ou tu auras ce type de maladie, ou ci ou ça. Alors, où est-ce qu'on place le curseur, tu vois? Est-ce qu'il faut être très positif, très négatif, entre les deux?
J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, quand on en parle à une population de futurs enseignants en activité physique, par exemple, qui doivent être sensibilisés à ça, ils ont tendance à se mettre du côté du discours culpabilisant, en disant bon, le discours positif, ça n'a pas marché, on va essayer l'inverse. Donc en gros, on va construire toute une théorie là-dessus et puis tout un message très culpabilisant. Donc ça, c'est déjà aussi une première approche de voilà, comment tu vas stimuler les gens à bouger plus. Très bien, c'est la prise de conscience par la peur un peu en gros. Et alors je suis pas sociologue du tout, mais j'ai ce retour en tout cas de discussion que j'ai. Et puis après, ben, c'est vrai que le côté immersif un peu d'augmenter le niveau d'activité physique quotidien, d'augmenter ta dépense énergétique quotidienne par ton quotidien, c'est quelque chose sur lequel tout le monde réfléchit, enfin beaucoup de monde, et on est en train de se dire, est-ce qu'il faut pas se forcer, sortir de sa zone de confort de manière régulière? Du style, voilà, moi j'ai essayé ça une fois, je me suis dit pendant une semaine, je vais faire que des trucs qui me font chier. Voilà. Euh, Ça dépend sur quel sujet, tu vois, mais en gros, si tu choisis bien ton sujet, je pense que ça peut avoir des effets très, très bénéfiques parce que tu te rends compte qu'au final, oui, tu te forces, oui, c'est pas la mer à boire, bah, quand tu le fais, au bout d'un moment, ça devient une routine. Et cette routine-là, elle peut changer ton comportement si tu le fais sur suffisamment longtemps. Donc, je te rejoins complètement quand tu dis, voilà, tu mets 20 kilos dans ton sac à dos, bah, moi maintenant, quand je prends le bateau, on l'a pas fait, mais quand je prends le bateau à 6h40, bah, je reste dehors debout. Voilà, ça caille, ça me stresse un peu, ça me fatigue, ça augmente ma dépense énergétique, et puis du coup, au final, je reste debout pendant 40 minutes de traversée. Ne serait-ce que ça, marcher, rester debout, etc. Donc c'est des petits détails qui, cumulés à la journée avec tout ce qu'on peut faire, comme tu dis, un plein d'exemples de, voilà, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, bah, je me lève, je marche, je fais un saut, ou chaque fois que je suis au téléphone, bah, je fais des montées des pointes de pied, enfin ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut mettre en place facilement parce qu'on est convaincu de la chose. Mais un entrepreneur, un banquier ou quelqu'un qui travaille à la banque qui est derrière son guichet toute la journée, il va pas se mettre debout à chaque fois qu'il rencontre des gens. Voilà, c'est un peu plus compliqué aussi, donc faut trouver la clé. Et encore que, tu vois, je connais un entrepreneur qui a très 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 bien réussi, qui a vendu sa boîte plusieurs dizaines de millions d'euros, et maintenant il en a créé une nouvelle, et après, tu me diras, la réussite te donne le luxe de fixer tes propres règles. Et donc, il a fixé cette règle qui est que il ne fait aucune réunion assise. Donc, toutes les réunions qu'il fait, les calls qu'il doit faire, etc., il les fait en marchant dans les bois. Et donc, au final, il marche des heures, parce qu'il rencontre beaucoup de gens, il marche des heures en forêt tous les jours. Et c'est génial, tu vois, c'est génial. Et après, c'est vrai que, et tu vois, même moi qui suis entrepreneur et convaincu par ces sujets, j'avoue que j'ai encore du mal à avoir un mythe pro avec des enjeux et me dire je vais aller le faire dehors en marchant. Parce que tu vois, c'est pas encore bien ancré dans les mœurs, etc. Et puis je sais qu'il y a des enjeux, je sais que ça pourrait potentiellement diminuer mes chances d'atteindre mes objectifs, et voilà, mais je pense que j'ai envie en tout cas de tendre plus vers ça. Puis après, il y a une question d'écosystème aussi, dans le sens où si tu prends ton call, que tu es en ville, qu'il y a des voitures qui passent, etc., tu vois, enfin, je veux dire, il y a une disponibilité qui est moins importante. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans, mais c'est pas évident. Mais après, clairement, comme tu le dis, tu vois, tu parlais des Garmin qui te disent de te lever régulièrement, ou du fait de rendre son quotidien plus inconfortable, qui est quelque chose que je prône et que je prêche et que je dis très très souvent dans tous mes contenus. En réalité, ça parle à des gens qui sont déjà convaincus. Quelqu'un qui prend pas soin de sa santé, il aura pas de Garmin, tu vois. Clairement, on a un biais là, c'est que en fait, ça aide des gens qui sont déjà convaincus par le sujet. Donc voilà. Donc comment est-ce que tu t'amènes ce type de changement de paradigme et que tu arrives à motiver des gens qui en ont moins conscience? Tu parlais de culpabilisation. Moi, je suis pas opposé du tout au truc. J'ai l'impression quand même que on vit dans une société un peu nivelée par le bas, où on essaie de faire en sorte que tout le monde soit bien, épanoui, etc. Et c'est super, mais parfois je trouve qu'on est trop, comment dire, on donne trop d'excuses aux gens, tu vois, on les maltraite pas assez quelque part. Et je suis pas sûr que ce soit toujours, tu vois, c'est pareil, la performance, le pouvoir, la réussite, l'excellence, aujourd'hui, c'est presque des choses qui sont mal perçues, tu vois, des mots qu'on va pas trop utiliser, et donc on cherche plutôt à prendre pas trop de place, à être
Voilà. Et donc, s'excuse un peu trop s'excuse un peu trop, voilà. de beaucoup de choses, je trouve. Et t'as raison, hein, de rendre un peu la vie, des fois un peu. Alors, encore une fois, hein, on n'est pas en train de parler à des gens qui galèrent, qui n'ont pas assez à manger, etc. Donc, qui eux vivent de toute façon dans des situations inconfortables au quotidien. Mais pour notre société aujourd'hui de sédentaires, parce qu'on parle un peu de ça, rendre la vie un peu plus inconfortable dans le sens où on veut stimuler un peu plus l'activité physique par différents moyens, et il faut trouver les moyens, et faut trouver des moyens personnalisés, encore une fois, parce que on pourra jamais appliquer la même chose à tout le monde, évidemment, mais revenir à des choses simples aussi. Et la simplicité, je trouve que ça marche bien. Moi, j'ai discuté avec énormément d'athlètes de très haut niveau qui se préparent peut-être pour leurs derniers Jeux Olympiques, et ils se disent, bon, moi, de toute façon, là, je suis dans une phase où j'ai envie ça sera mon jubilé à Paris 2024. Mon seul moyen aujourd'hui que j'ai pour me sentir bien après tous mes entraînements, c'est d'aller marcher en forêt et d'aller écouter les oiseaux et d'aller proche des chutes d'eau. Et je le fais de manière régulière. Et ça m'aide. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement simple, mais je trouve que ça fonctionne aussi. Donc, on est dans un environnement et un milieu aussi où on a énormément de technologies, pas toujours simple à comprendre. Donc, la simplicité peut être aussi la clé. Ça fonctionne aussi et peut-être même mieux. En fait, on l'oublie peut-être souvent, mais on est des animaux et notre environnement naturel, c'est pas les boîtes dans lesquelles on vit, c'est plutôt la nature. Et il y a myriade d'études qui montrent à quel point, d'ailleurs, là, j'en ai encore vu une, même chez les enfants, qui montraient que les parents qui vivaient près d'espaces verts, donc d'un parc, d'une forêt ou autre, et donc ils avaient suivi les enfants entre 3 et 11 ans, et ces enfants-là étaient beaucoup moins anxieux, beaucoup moins stressés, et donc et chez les adultes, c'est vraiment très très bien documenté, même sur l'intelligence. Tu vois, ils avaient fait une expérience où ils avaient mis des gens dans une salle, et tu avais une salle avec des tableaux au mur industriels et l'autre salle avec des tableaux au mur naturels, tu vois. Et en réalité, les tests, les résultats des tests cognitifs, tu vois, donc c'était des résolutions de problèmes, je me souviens plus exactement quel était le sujet de ces tests, mais étaient bien meilleurs avec des environnements, donc tu vois, où il y avait les arbres, tu vois. Et donc, même sans être dans la forêt, le simple fait de voir une photo avec des arbres, tu vois, joue. Pareil, sur la réduction du cortisol, du stress, etc. Le fait de marcher en forêt, c'est hyper efficace. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai beau le savoir, tu vois, et même l'avoir vécu de façon empirique, tu vois, quand je suis submergé, que j'ai vraiment des problèmes dans ma boîte, et je sais pas comment les résoudre, ou une situation compliquée avec un associé, avec un client, j'ai déjà pu expérimenter plein de fois que dans ces moments-là, si je vais marcher dans la nature, je trouve des solutions beaucoup plus créatives, beaucoup plus efficaces, en plus en étant beaucoup plus apaisé. D'ailleurs, j'ai déjà pu constater que le stress coupe ma cognition. Donc, plus je suis stressé, moins j'arrive à réfléchir clairement. Et donc, malgré le fait que j'en sois convaincu, souvent mon réflexe par défaut, si j'ai un problème, c'est travailler plus dessus. Alors que mon réflexe par défaut, ça devrait être défocus. Non. L'environnement extérieur est hyper important. En plus, j'ai écouté un des podcasts que tu avais fait avec Guillaume. Il a fait un travail là-dessus, et puis il en parle relativement bien en disant que, voilà, que ce soit dans le domaine de la santé ou même de la performance, quand tu fais tes entraînements en extérieur, c'est beaucoup plus bénéfique à plein de niveaux, au niveau social, au niveau psychologique, mental, au niveau physiologique, etc. Et je te prends un autre exemple assez concret parce qu'on parle de la marche. La vitesse de marche, c'est un paramètre important chez les plus de 65 ans, et c'est encore plus vrai plus on avance en âge. La vitesse de marche, c'est un facteur pronostic de mortalité. Donc c'est une grosse cohorte anglaise qui a montré ça. Et on sait aussi que quand tu mesures la vitesse de marche spontanée des individus, elle est plus élevée en extérieur qu'en intérieur. Le même groupe, tu le fais marcher spontanément pendant une demi-heure dans un gymnase, une demi-heure dehors, il marchera plus vite dehors. Donc tu vois la corrélation entre l'extérieur et des facteurs pronostiques de mortalité ou de prévention de santé, etc. L'extérieur est extrêmement bénéfique, qu'il fasse beau ou mauvais. Et on le voit de plus en plus. Là, Lausanne est une ville pilote pour un projet Active Cities, où justement ils essayent de mettre en place de travailler l'architecture extérieure de la ville
pour permettre à la population générale d'être plus actif. Donc ils mettent des fitness en extérieur, ils ont créé des espèces de bulles dans lesquelles tu vas, l'air est un peu plus sain, ils ont purifié un peu l'air de la boule, de la sphère, et dedans il y a 2-3 outils de fitness. Enfin voilà, donc on réfléchit à ça et on rend l'extérieur plus accessible que l'intérieur. Et probablement que le modèle de fitness aujourd'hui classique est probablement amené à disparaître dans ces prochaines années. Il y en aura toujours, mais peut-être un peu moins. Parce que du coup, on privilégie l'extérieur. Ah, c'est hyper intéressant, très riche de perspectives. Je n'étais pas au courant de ces innovations à Lausanne, mais peut-être que tout à l'heure on aura le temps d'aller les découvrir. En tout cas, je trouve que c'est vraiment porteur de sens. Et je sais qu'en Suisse, les gens doivent payer eux-mêmes leur mutuelle santé, contrairement à la France. Et j'avais entendu dire que si tu vivais dans la montagne, tu payais moins cher ta mutuelle santé que si tu vivais en ville. Alors, on pourrait... et notamment, c'était justifié par le fait que potentiellement, tu avais moins de risques de cancer. Il y a deux choses par rapport à ça. Soit c'est l'interaction avec l'environnement et notamment le fait d'être en altitude qui apporte des avantages physiologiques, ce qui pourrait être une première explication. Ou la seconde explication, c'est de dire que si tu vis en altitude, généralement, c'est des plus petits villages, donc tu es moins en ville. Peut-être que tu vas plus marcher parce que ça va être un petit peu en pente, etc. Donc activité physique plus élevée, air plus pur, contact avec la nature, etc. Donc ton environnement direct change aussi. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur justement la relation entre les individus et leur environnement et ce que ça peut apporter en termes de gains de santé, de longévité ou dans une autre perspective en termes de performance, notamment via l'altitude. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, bah ouais, moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet quand je suis arrivé en Suisse en 2010, avec des collègues comme Grégoire Millet notamment, et alors, l'altitude était vraiment connue jusqu'à il y a assez longtemps pour ses bienfaits dans la performance. Tu vois, on augmente le PO, on augmente la performance, on augmente aussi un peu la récupération quand tu vas t'entraîner en altitude. Le PO, c'est la production de globules rouges. Oui, exactement. Et puis t'augmentes en plus ta masse en hémoglobine, donc du coup t'augmentes en gros ton apport d'oxygène aux muscles quand ils en ont besoin pour performer. Donc ce genre de choses, c'est connu. Après, il y a un autre aspect qui était un peu moins connu, c'était de rendre accessible cette altitude. Alors là, on est en Suisse, c'est assez facile, il y a des montagnes un peu partout, mais quand tu habites à Paris, le point le plus haut, c'est la Tour Eiffel. Donc, et puis à l'altitude, on parle d'altitude moyenne, à partir de 1000 mètres, enfin même un peu plus, mais globalement, on commence à avoir des adaptations physiologiques à voilà, 1200, 1500, 1500 mètres. Donc du coup, les gens qui vivent en altitude, au-delà de ces altitudes-là, ont forcément des adaptations qui sont spontanées. Ils vivent avec ce génome aussi, enfin voilà. Donc ils ont effectivement une espèce de protection sur certains paramètres de santé, au-delà de la performance sportive. Donc du coup, pour rendre accessible cette altitude-là, il existe aujourd'hui des chambres ou des tentes ou des outils un peu techno. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà, des mélanges à l'azote qui permettent de simuler des niveaux d'altitude et de s'entraîner ou d'être de manière passive en altitude. Donc il y a plein de modalités d'entraînement, de stimulation par ce stress environnemental qui aujourd'hui ont montré leurs effets évidemment dans le milieu sportif, mais aussi dans le monde de la santé. Et nous, on a fait quelques études comparatives sur en gros, qu'est-ce qui diffère quand tu fais, quand tu vis, quand tu es exposé à l'altitude réelle, donc en hypoxie hypobarique, versus l'hypoxie normobarique dans les chambres. Où dans les chambres, il n'y a pas du tout de modification de la pression barométrique, c'est simplement la quantité d'oxygène qui varie. Donc soit on l'enlève, en gros, pour simplifier, soit on met de l'azote, ce qui fait diminuer le niveau d'oxygène dans les chambres. Et donc, du coup, il y a effectivement des différences entre l'hypoxie hypobarique et l'hypoxie normobarique. On va pas faire le catalogue de tout ce qui existe comme différence, mais en gros, moi, j'ai travaillé principalement sur les notions d'équilibre, parce que je me suis dit, c'est quand même important, notamment pour les alpinistes qui sont en haute, voire très haute altitude. Il y avait quand même une problématique de chute qui
Et je voulais savoir si c'était lié vraiment à l'altitude. Et effectivement, on s'aperçoit que quand on est en altitude, à partir de même déjà 1700 mètres, on a une diminution de la performance de l'équilibre, mesurée par plateforme de stabilométrie, enfin le gold standard en tout cas. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a un mécanisme d'action qui est lié à l'appauvrissement en oxygène. Donc moins tu as d'oxygène dans l'organisme, dans le sang, eh bien, moins tu vas alimenter certains muscles en oxygène, et puis on a une diminution de l'activité de décharge motoneuronale au niveau des muscles posturaux, ce qui fait qu'on a une diminution de la perte de performance posturale en aigu. Et on a pris un modèle plutôt clinique aussi autour de la privation d'oxygène par apnée du sommeil. Donc on a étudié sur 300 patients qui faisaient des apnées, et puis on avait 3 catégories de patientèle, avec des patients qui étaient aussi très sévères, donc qui faisaient beaucoup d'apnée du sommeil pendant la nuit, et on s'est aperçu que plus tu faisais des apnées du sommeil nocturne, moins ta performance posturale diurne était bonne. Et on a refait ce corrélat-là, qui était de dire, clairement, le manque d'oxygène, donc la désaturation en oxygène nocturne, induit une diminution de la performance posturale par les mêmes mécanismes que l'hypoxie liée à l'altitude. Donc ouais, clairement, il y a un gros sujet là-dessus. On peut décortiquer tout un tas de processus physiologiques, même fonctionnels, etc. Mais on sait aujourd'hui que l'altitude, c'est un bon stress environnemental, notamment dans certaines pathologies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle. On a aussi des aspects liés au vieillissement et à la sarcopénie. Donc voilà, le stress environnemental, ce stress d'altitude, au-delà de la performance fonctionnelle, il va être aujourd'hui un peu plus important, je pense, dans le monde de la santé. On va s'attarder un peu sur ce sujet parce que là, il y a beaucoup de choses. D'abord, tu parlais, je fais juste une parenthèse parce que tout à l'heure, tu parlais de la simplicité, notamment du fait d'aller marcher en nature. Potentiellement, tu aurais les mêmes bienfaits que Audio Vitality, qui est ton truc dont on a parlé plus tôt. On en reparlera peut-être. La lumière rouge, il y a des centaines d'études qui mettent en exergue les avantages en termes de qualité de peau, de réparation des tissus, de système immunitaire, enfin vraiment plein de choses. Et en réalité, la lumière rouge, qui consiste dans le fait de s'exposer pendant 5 minutes devant un panneau de lumière rouge et proche infrarouge, c'est quelque chose, un mécanisme naturel qu'on avait déjà dans la nature. Si on allait marcher un quart d'heure tous les matins et tous les soirs au lever du soleil à poil, on aurait potentiellement les mêmes bienfaits. Sauf qu'on n'a plus le temps, ni peut-être que socialement parlant, ça serait peut-être pas terrible. Et donc là, tu parles du caisson hyperbare, et c'est un petit peu la même histoire qui nous permet d'avoir les bienfaits et les avantages de l'exposition à l'altitude sans aller en altitude. Et donc, encore une fois, en fait, on s'aperçoit que ces technologies, c'est des sortes de biohacks qui nous permettent de profiter des bienfaits de la nature, de la biologie, de la vie prévue par la vie en réalité, sans avoir besoin de s'y exposer directement ou dans des contextes environnements urbains ou dans des contextes de temps réduit. Donc je voulais déjà faire cette première mise en perspective, et ensuite donc sur les adaptations liées à l'altitude, tu parlais d'une production accrue de globules rouges, donc a priori, et puis de la masse de l'hémoglobine, etc. Donc on peut imaginer que les cellules sont mieux oxygénées. En réalité, face à la réduction de la quantité d'air, d'oxygène disponible, le corps vit ça comme un stress, et il réagit à ce stress en améliorant sa capacité à diffuser l'oxygène dans le sang. Et donc ça apporte des bienfaits à la fois pour la performance, on l'a montré pour les sportifs, mais aussi potentiellement pour la longévité. C'est bien ça que tu dis. Et donc potentiellement, si je vais dans une de ces fameuses cliniques de longévité, je peux aller m'exposer, je peux aller dans un caisson hyperbare qui va me permettre de vivre un petit peu cette hypoxie et donc de forcer mon corps à créer plus de globules rouges, en gros, pour faire simple, et des globules rouges plus efficaces dans la diffusion de l'oxygène. Alors, les caissons hyperbares sont pas des caissons où on a un appauvrissement d'oxygène. On a une augmentation de la pression barométrique qui, du coup, augmente la pression inspirée, etc. et donc facilite tous ces processus physiologiques dont tu viens de parler. Mais les chambres
d'hypoxie. Donc en gros, c'est des chambres où on enlève de l'oxygène, où il n'y a pas de modification de la pression barométrique. Et là, c'est un autre mécanisme qui est le mécanisme où tu appauvris l'environnement en oxygène et puis tu crées ces mécanismes dont tu viens de parler aussi. Mais ce qui est rigolo dans ce que tu dis, c'est que dans les cliniques de longévité, on retrouve pas de chambre hypoxique aujourd'hui. Pas souvent en tout cas. On retrouve plutôt des questions barométriques, hyperbares. Et ça, du coup, ça amène une discussion autour de l'outil qui est un peu médicalisé, parce que les caissons hyperbares, c'est des outils qui sont aujourd'hui difficiles à utiliser, à généraliser. Il n'y en a pas beaucoup, parce que les protocoles sont longs. Généralement, on est dans les caissons hyperbares pendant au moins 45 minutes, c'est pour les protocoles les plus courts, et on est passif, et puis on lit ou on fait ce qu'on veut pour justement avoir cette stimulation d'oxygène, avec tous les mécanismes qui sont sous-jacents, ça c'est clair, mais avec une teinte un peu médicalisée. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de crainte de ce genre d'outils aujourd'hui utilisés. Et on reproduit pas un environnement naturel, pour le coup. Parce que, à moins d'aller faire de l'apnée et puis descendre à des niveaux de pression importants, sans oxygène, du coup, on n'arrive pas à recréer cet environnement-là. Par contre, les chambres d'hypoxie, on recrée effectivement un environnement d'altitude simulé. Et on revient sur un autre complément d'information à ce niveau-là, c'est des chambres climatiques, où tu simules un environnement chaud et humide. Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut retrouver si tu habites un peu dans des environnements naturels où tu retrouves ce genre de choses. Mais tu vois, par exemple, on a les Jeux Olympiques au mois de juillet. Bon, à Paris, au mois de juillet, il va faire 35, 38, 40 peut-être. Donc on est vraiment dans des environnements qui vont être chauds, a priori pas trop humide, mais plutôt sec. Mais on peut imaginer aussi déjà stimuler les organismes et préparer les organismes, donc faire du conditioning à ce genre d'environnement-là, pour que les athlètes ou même la population générale soient prête à vivre mieux comme ça. Là. On avait fait un article dans Sport et Vie il y a une année avant, justement sur ces changements climatiques. Aujourd'hui, il y a un changement climatique qu'on connaît tous, qui va induire que on va être nous, population immergée dans un environnement beaucoup plus chaud. Quand tu fais du sport dans un environnement chaud, tu performes moins pour tout un tas de raisons physiologiques, qui est un limitant. La chaleur est un limitant, est un stresseur, comme tu dis aussi. Et du coup, il y a des protocoles aujourd'hui qui sont bien décrits et qui sont utilisés dans des chambres climatiques où on simule cet environnement-là, et justement pour soit mieux vivre, soit préparer une épreuve spécifique dans l'environnement chaud et humide, tu vois. Moi, je me rappelle que on avait préparé certains athlètes pour les Jeux de Tokyo, donc Tokyo chaud, humide, très chaud et très humide, et on avait préparé deux types de populations, des triathlètes et puis des gens qui faisaient de la voile olympique. Et puis, on avait nos protocoles assez classiques de préparation, etc. Alors, on mettait souvent 35 degrés et 70% d'humidité, ce qui faisait une température ressentie de 42, un truc comme ça. Donc, on joue sur ces deux paramètres-là. Et on a identifié deux profils différents. Des profils de sport d'endurance, comme le triathlon. Eh bien, ces athlètes-là, on se rend compte qu'ils avaient des gros besoins d'hydratation. La problématique majeure, c'était l'hydratation, parce qu'ils perdaient énormément d'eau, ils avaient du mal à avoir des boissons adaptées, etc. Donc, nos protocoles de tests de tolérance, si tu veux, à la chaleur, ça nous permet de distinguer ce genre de profil chez les sports d'endurance. Et chez les voileux, eux, c'était pas tellement une problématique d'hydratation, c'était plutôt une problématique de refroidissement corporel. Et donc, du coup, nos protocoles qui étaient assez génériques, grâce à ça, on a pu établir des processus de refroidissement corporel avec des vestes, des cooling vests, des choses comme ça, pour ces athlètes-là. Et ça a relativement bien marché. Donc, c'est vrai que les outils dont tu parles, qui sont des outils simulant des différents stress environnementaux naturels, on arrive à pousser loin l'analyse avec différents biomarqueurs de nouveau, etc., pour identifier des stratégies de préparation, d'acclimatation à l'environnement dans lequel va se dérouler l'épreuve, tu vois. Ouais, c'est super intéressant. Tu parles du réchauffement climatique et potentiellement
des difficultés d'adaptation qu'on peut avoir dans ces contextes. D'ailleurs, on voit que lorsqu'il y a des canicules, il y a beaucoup il y a une mortalité qui est accrue, notamment pour ceux qui étaient à risque cardiovasculaire, etc. Est-ce que tu penses que le fait de généraliser l'usage du sauna, par exemple, va devenir ou devrait devenir un passage obligé pour permettre à nos populations de faire face à ces changements climatiques et à cette adaptation à l'environnement? Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que au final, le sauna va rester un environnement. Je sais pas si on va arriver à simuler vraiment des niveaux de chaleur ressentis dans l'environnement dans lequel on va vivre. Par contre, je pense que ne pas éviter l'exposition à la chaleur naturelle est un bon moyen de s'exposer à un environnement plus naturel, tu vois. Moi, j'essaye, je suis absolument pas frileux, j'ai même plutôt tout le temps chaud, mais j'essaie des fois de me forcer à garder un pull, comme aujourd'hui. Là, il fait pas chaud, hein. Il fait pas froid dans la pièce. Bah, j'ai ce petit pull parce que j'ai aussi envie d'habituer mon corps à subir les niveaux de chaleur parce que c'est bientôt l'été. Enfin, voilà. Donc, j'essaie de me préparer de manière un peu naturelle à ce stress qui va arriver dans quelques mois, quelques semaines. Et je trouve que c'est presque mieux d'utiliser ce genre de choses parce qu'on le fait au quotidien. C'est facile. Encore une fois, on revient un peu à la simplicité. La technologie peut nous aider, tu vois, des saunas. Encore une fois, il faut avoir accès à un sauna. Mais les saunas, ça peut être très bien, de manière épisodique. Mais le sauna va de toute façon induire des adaptations en aigu physiologiques. Moi, ce que je cherche, c'est plutôt la modification du comportement sur du long terme. Donc voilà, donc s'immerger dans le quotidien, tu vois. Et tu fais la même chose pour te préparer à l'hiver? Ouais. Ouais, oui, alors, pour me préparer à l'hiver, je suis souvent en maillot de bain, en t-shirt, dehors, etc. Ouais. Et sur les avantages liés à l'hypoxie, à l'altitude, est-ce que le fait, par exemple, tu vois, hier, j'ai fait un trail, je suis parti de chez moi, donc moi, ma maison, elle est à 500 mètres au niveau du lac, quoi, donc à peu près 500 mètres d'altitude. Et puis, je suis monté en haut du pic des Mémises, qui est à 1800, quelque chose comme ça. Mais bon, en haut, peut-être que mon temps d'exposition en haut était peut-être de 30 minutes ou 40 minutes. Est-ce que 30 ou 40 minutes par semaine, par exemple, à 1800 mètres d'altitude, ça suffit pour avoir des adaptations physiologiques ou pas? Non. Non, faut que ce soit beaucoup plus long. Alors, probablement que ton temps d'exposition a été plus long que ça parce que t'es arrivé effectivement à 1800 mètres, mais pendant peut-être 30 minutes, t'étais déjà à 1300 mètres. Donc de 1300 à 1800, il y a 500 mètres, mais t'as fait l'aller plus le retour, donc t'étais déjà quand même de toute façon exposé. Donc il y a deux styles d'exposition qui sont efficaces. Il y a l'exposition passive et puis l'exposition active. Là, t'étais sur une exposition relativement active, à un niveau d'altitude qui est pas très haut, 1800, mais voilà, mais qui commence déjà à induire des adaptations. Il faut savoir qu'avec l'hypoxie, il y a un effet dose-réponse. C'est plus tu es exposé à des hauts niveaux d'altitude longtemps, plus l'adaptation et les mécanismes vont se mettre en marche de manière importante. On a tendance à dire que pour créer des niveaux d'érythropoïétine importants, donc de PO importants, il faut rester 14 heures par jour pendant au moins 10 jours d'affilée à des hauts niveaux d'altitude, au moins à 3500 mètres. Donc voilà, mais c'est pas la seule adaptation qu'on va chercher avec l'altitude. À des plus bas niveaux d'altitude, on va déjà créer aussi une microvascularisation, une augmentation de l'oxygénation musculaire périphérique, une diminution des résistances vasculaires périphériques aussi. Donc il y a tout un tas d'adaptations qui peuvent se faire déjà à partir de 2200 mètres, mais il faut quand même y rester. C'est-à-dire qu'on peut pas simplement se dire qu'on y reste 10 minutes par jour et puis ça suffit. Donc c'est la durée d'exposition quotidienne plus longue, donc à partir déjà d'une heure et demie, donc déjà à 90 minutes, on commence à créer un peu d'adaptation. Et si je reste 10 jours en altitude, donc je vais avoir ces adaptations, sans forcément parler dans une perspective de performance sportive, mais là j'imagine plus, je pense plus aux avantages en termes de santé, de bien-être, de longévité. Est-ce que par exemple ça va durer suffisamment longtemps pour que une fois par an, 10 jours soit utile?
Ah, ça, tout dépend de ce que tu fais pendant ces 10 jours, en fait. Parce que l'exposition, encore une fois, elle va être, là, pour le coup, intermittente entre actif et passif, parce que tu vas dormir en altitude. Donc, c'est un peu les techniques de live high, train high, tu vois. Donc, tu t'entraînes en altitude et puis tu vis en altitude. Et donc là, bah, effectivement, tu vas cristalliser un peu plus les effets. Encore une fois, tout dépend de ce que tu feras là-haut, mais tu vas cristalliser les effets, mais on pourra pas se dire que ça va rester pendant 6 mois, tu vois, du coup, c'est très individuel comme réponse. Donc, j'aurais du mal à te donner une réponse un peu précise à ce niveau-là, tu vois. Ok, donc la solution, c'est d'acheter une maison au moins à 1300 mètres d'altitude, j'ai compris. Et donc l'autre option, c'est la plongée. Tu parlais de la plongée tout à l'heure, enfin de la comparaison avec les chambres hyperbares et la plongée. On peut avoir ces adaptations grâce à la plongée? Non, enfin difficilement parce que quand tu descends en plongée, du coup tu respires déjà un mélange dans les bouteilles d'oxygène. Non, je parlais en plongée en apnée. Ah, plongée d'apnée. Ouais, plongée d'apnée, bah du coup tu as l'effet. Alors pour le coup, tu t'as pas les mêmes effets du tout que des caissons hyperbares, si ce n'est que tu ressens la pression barométrique, mais comme tu respires dans un caisson hyperbare et qu'en apnée tu respires pas, t'as pas du tout les mêmes Ok. conséquences physiologiques, tu vois. Donc, tu auras plutôt les effets liés à la privation d'oxygène avec la pression barométrique sur toi-même, mais c'est pas les mêmes. Et peut-être que, parce que là, on parle de technologies qui sont quand même difficilement accessibles. Tu vois, tu parlais des tentes d'hypoxie. Voilà, je sais pas qui en a une près de chez lui et potentiellement aurait l'idée d'aller faire une petite session toutes les semaines. Donc, on parle quand même de quelque chose qui est extrêmement ciblé, niché, qui pour l'instant, en tout cas, est utilisé seulement par les sportifs de haut niveau. Peut-être que demain, ça sera plus généralisé, justement, avec le développement et l'essor de ces cliniques de longévité, mais on en est encore loin. Est-ce qu'on pourrait imaginer que des techniques de respiration spécifiques pourraient nous apporter les mêmes bienfaits? Je pense par exemple, mais pour en citer qu'une, il y en a plein. Tu vois, d'ailleurs, tout à l'heure, je te parlais des marches en apnée ou avec qui te permettent de travailler la tolérance au CO2. C'est une forme d'hypoxie. Et sinon, je pensais à tout simplement la respiration Wim Hof qui par l'hyperventilation, déjà par la phase d'hyperventilation, on sait que l'hyperventilation, ça réduit paradoxalement l'oxygénation du cerveau. Une minute d'hyperventilation, ça réduit de 40% l'oxygénation du cerveau. Donc c'est dingue. Et ce qui fait que d'ailleurs, après un cycle de 30 ou 40 respirations ou 60 respirations, tu te sens un peu dizzy, tu vois. Et après, en plus, tu as la phase d'apnée, poumon vide ou poumon plein. Donc cette phase d'apnée, on va pas vraiment travailler la tolérance au CO2 parce qu'on a tellement brouillé les équilibres biochimiques que ça va pas vraiment se jouer à ce niveau-là. Mais pour autant, on a quand même cette privation d'oxygène qui peut d'ailleurs durer longtemps. Moi, tu vois, j'étais surpris là en faisant des cycles de respiration Wim Hof de tenir poumon plein 5 minutes 30, ce qui est énorme quoi. Alors que, enfin, j'aurais jamais cru être capable de tenir aussi longtemps. Alors certes, j'ai hacké mon corps pour en être capable. C'est pas quelque chose de naturel. Mais voilà, est-ce que tu penses que ce type de pratique peut avoir des avantages similaires? Oui, enfin, alors, similaire à des mêmes niveaux de stimulation et d'exposition à l'altitude, je suis pas sûr qu'on arrive à des réponses similaires. Par contre, moi, je trouve qu'il y a des bienfaits, ouais. Si on le fait, je sais pas si tu le fais tous les matins ou si c'est quotidien, etc. Mais clairement, je pense que, enfin, moi, j'ai jamais fait, mais j'ai bien envie de m'y mettre. Je pense que je vais faire la démarche. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des effets extrêmement bénéfiques sur des marqueurs de santé notamment. On n'est pas en train de parler que de performance. À mon avis, ça s'adapte pas à toutes les personnes. Par contre, peut-être qu'il y a je suis pas trop renseigné sur la méthode pour l'instant, mais à mon avis, il doit y avoir quand même quelques contre-indications en fonction d'une pathologie particulière ou peut-être d'un âge. Voilà. Mais en tout cas, moi, à mon sens, ouais, c'est extrêmement positif. Ouais. Et ouais, tu me demandais, donc je le fais, j'ai repris en fait Wim Hof. C'est marrant parce que tout ce parcours de l'exploration du potentiel humain, je l'ai démarré avec un livre qui s'appelle Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort de Scott Carney. Et à cette époque, j'ai pratiqué un peu Wim Hof. Et puis après, j'ai exploré plein d'autres choses et donc j'ai arrêté. Et j'ai eu envie de m'y remettre suite à un atelier que Leonardo Pelagotti a animé à mon festival, au festival Limitless Project. Et donc là, j'ai suivi les fondamentaux de Wim Hof. Donc c'est une méthode. Et donc toutes les semaines, tu explores une nouvelle façon parce qu'en réalité,
t'as plusieurs façons de respirer Wim Hof. Et c'est intéressant parce qu'après, ça donne toute une petite bibliothèque de respiration qui sont plus ou moins longues, tu vois. Soit tu fais 3 cycles, soit tu fais 4 cycles, avec des cycles de 30 respirations, de 40, de 60 respirations. Donc évidemment, ça va être plus ou moins long. Des rétentions poumon plein ou poumon vide. Donc pareil, poumon plein, ça va être beaucoup plus long que poumon vide. Ou alors, tu peux ne pas faire de rétention et faire des pompes, par exemple, après. Et donc là, si tu fais juste tes 30 respirations et puis après tes pompes en apnée, ça dure pas longtemps, tu vois. En 5 minutes, c'est fait. Et j'avoue que c'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que c'est un super outil. Déjà parce qu'il permet de jouer avec cette élasticité du système nerveux parasympathique, sympathique. Donc vraiment d'entraîner la capacité à passer rapidement de l'un à l'autre. Je trouve que ça me donne de l'énergie le matin. Ça me permet après pendant la journée d'être plus... de mieux gérer, tu vois, tout le chaos de ma journée. Et puis, il y a plein d'avantages potentiellement autour de la santé, donc au niveau de l'alcalinisation des tissus, de l'inflammation, etc. Donc, non, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et donc, selon le temps que j'ai à dispo le matin et mon envie et ce que je ressens, bah, ça va me prendre 5 minutes ou parfois, je vais y dédier une demi-heure, tu vois. Ah, moi, j'ai une question pour toi, du coup. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression que cette méthode, elle n'est pas non plus généralisée, divulguée facilement. Enfin, voilà, je suis presque sûr qu'on pose la question à 10 personnes en bas dans la rue, personne ne fait. Peut-être qu'elle a entendu parler, mais voilà. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi on n'arrive pas à craquer un peu le modèle? Parce que je pense que tous les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs en sont convaincus. Comment on pourrait faire pour généraliser un peu ça? Je sais pas, je pense que en tout cas, tu vois, c'est un peu notre discussion tout à l'heure liée au sport et puis au fait de rendre le quotidien plus inconfortable. En réalité, on est plutôt fait pour le confort et puis tu te dis, ok, pourquoi est-ce que je vais ajouter des stress dans ma vie alors que je trouve que ma vie elle est déjà trop stressante? Et je pense qu'il y a une incompréhension à ce niveau-là dans le sens où la vie peut devenir moins stressante si tu réétalonnes ce qu'est un stress. Il y a plein d'expériences qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'en réalité, le cerveau, il a toujours besoin. Il voit pas le noir ou le blanc, il voit que le gris, tu vois. Et donc, il voit les choses que par contraste. Et donc, si tu réduis le niveau global de tes sources de stress dans ton quotidien, et ben en fait, ce qui avant n'était pas un stress va en devenir un. Donc, des choses complètement classiques, banales, qui devraient pas en être, en sont. Et à l'inverse, si tu réétalonnes ça vers le haut, moi, ça a été très très marquant, notamment avec, tu parlais tout à l'heure d'altitude, avec l'alpinisme. La première fois que j'ai fait de l'alpinisme, mon premier 4000 mètres, j'ai vraiment eu peur, très très peur. Parce que j'ai marché, j'étais vraiment en dehors de ma zone de confort, j'ai marché sur une crête qui faisait 30 cm de large avec le précipice des deux côtés. Je savais très bien que si je tombais, je mourrais. Et ouais, cette perspective de me dire, ok, là, tu vois, la traversée, peut-être qu'elle prend un quart d'heure, mais c'est un quart d'heure où je suis dans un focus, dans une concentration tellement intense parce que j'ai le droit à la moindre erreur, j'ai pas le droit à la moindre erreur, tu vois. Si mon crampon, il se prend dans mon pantalon, c'est fini. Et donc, ça remet vraiment en perspective ce qui est important pour moi dans ma vie. Tu vois, j'ai arrivé de l'autre côté, j'ai pleuré de plein de choses parce qu'il y avait l'effort physique, parce que il y avait eu cette activation du stress hyper intense. Et puis, j'étais enfin arrivé de l'autre côté. La beauté du sommeil qui était incroyable. Et donc, voilà, la fierté d'être arrivé au bout. Et puis aussi, toute la reconnaissance et la bienveillance et l'amour que j'ai pour ma femme, pour mes filles. Enfin, à ce moment-là, j'en avais qu'une seule, mais j'ai pensé à elle. Et en fait, tu vois, et c'est pour ça que je te dis, ça remet en perspective aussi les choses qui sont importantes dans ta vie. Et ça te rend aussi responsable des décisions que tu prends. Tu vois, j'essaie vraiment de mettre un maximum d'intensité dans tout ce que je fais dans mes journées. Tu vois, si j'ai une interaction avec quelqu'un, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit intense pour l'un et pour l'autre. Sinon, je préfère ne pas en avoir. Dans les tâches que je fais, j'essaie de beaucoup plus suivre mon énergie. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me donne de l'énergie, ça me nourrit? Là, tu vois, par exemple, j'enregistre avec toi, ça me donne de l'énergie, ça me nourrit, je suis heureux, tu vois, en faisant ça. J'ai l'impression d'être utile. C'est utile pour moi et j'ai l'impression que c'est utile aussi pour les gens et que je participe au monde par ça. Et de l'autre côté, je fais aussi attention à ce qui me draine de l'énergie. Il y a des relations avec des gens qui me drainent de l'énergie parce que je sais que c'est des gens qui passent leur temps à se plaindre, à critiquer les autres, qui sont très, tu vois, basés sur ces énergies
énergie un peu négative sur ce côté gossip, mais pas le gossip de oh regarde ce qu'il a fait, c'est incroyable, mais plutôt oh, tu sais ce qu'il a fait, machin, c'est vraiment un gros con, etc. Tu vois. Et tout ça en fait, ça me draine. Et avant même de démarrer l'interaction avec la personne, en sachant que c'est son mode de fonctionnement par défaut et de communiquer, ça commence déjà à me mettre en tension, alors qu'on n'a même pas encore commencé à parler, tu vois. Et donc voilà, donc j'ai vraiment essayé d'écarter tout ça. J'ai des tâches aussi, des choses où je dédiais beaucoup d'énergie et qui en réalité me semblaient complètement dénuées de sens. Alors certes, peut-être qu'elles rapportaient de l'argent, mais tu vois, j'ai peut-être beaucoup créé de choses par opportunité plutôt que par passion ou par alignement, et j'essaie vraiment de changer ça. Et je sais plus de quelle question on était parti, mais si voilà, de cette mise en perspective des choses. Et donc voilà, et donc tu vois, cette expérience en montagne, elle a vraiment participé à réinitialiser la façon dont je voulais vivre ma vie et à prendre conscience que chaque seconde était importante et que ce qui était et que tu vois un problème immobilier ou une facture ou ceci ou avec un client, avec un truc, etc. En fait, c'est des futilités, c'est des détails. Ouais, moi je te rejoins totalement, et puis avec ce que tu dis, parce que la crête que tu as traversée et qui t'a fait trembler et beaucoup stressé, est-ce que tu l'as refait dans le sens inverse au retour? Non, je l'ai pas refait en sens inverse en retour, mais par contre, j'ai refait de l'alpinisme les années suivantes. Et après, en fait, la relation avec un stresseur est très particulière parce que elle a pas du tout représenté le même niveau de stress parce que je l'avais déjà fait. Ouais. Bah, du coup, moi, ça me fait penser à une notion qui est importante pour moi, c'est la notion de défi. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de tout ça depuis tout à l'heure, les stresseurs, l'environnement stressant, etc., etc. Mais au final, en fait, on se donne des défis continuellement dans la vie. C'est des petits défis, des gros défis, enfin peu importe. Je te parle de ça parce qu'en fait, en 2003, j'ai organisé un tour du Mont Blanc avec des patients hémiplégiques. Et en gros, c'est parti d'une réflexion. Je travaillais dans un centre hospitalier à Saint-Étienne, et puis je prenais en charge, je faisais faire de l'activité physique à ces patients hémiplégiques dans le cadre de leur rééducation fonctionnelle. Ils avaient eu un AVC, et puis on les rééduquait à la marche, pas en faisant du vélo notamment, et ça marchait très bien. Son jeu de mots. Et en gros, c'était hyper chiant. C'est-à-dire qu'il devait faire 3 séances par semaine pendant 8 semaines, et du vélo à même intensité. Enfin, voilà. Donc, il n'y avait pas de notion de carotte, il n'y avait pas de défi, si ce n'est, vous allez voir, à la fin, vous marcherez mieux, vous serez plus endurant, etc., etc. Mais la perspective de remettre ces effets-là dans un environnement qui est réel, qui est de se dire, attendez, je vous rééduque à la marche, mais je vais vous prouver que vous allez mieux marcher, de manière très concrète. Et j'aurais dit, ok, ben tout ce groupe-là, on va prendre les 10 meilleurs. Voilà, c'était un peu la carotte. Et on va vous faire le tour du Mont Blanc. Ils ont dit non, mais c'est pas possible. En plus, ils étaient tous aphasiques, donc ils parlaient plus. Ils étaient dans un environnement, une routine négative où ils avaient arrêté les groupes de parole, ils conduisaient plus. Enfin, voilà, il y avait une grosse dépendance. Et voilà. Et en gros, on est parti avec ces 10 patients sur le tour du Mont Blanc. Et puis, ça a été une expérience extrême pour tout le monde, parce qu'on était une personne pour un, donc on était 12 avec 2 médecins, donc c'était une grosse expédition. Et ben alors évidemment, on a réduit un peu les phases de vallée qui sont très longues sur le plat, etc. Mais on n'a pas du tout réduit les phases de passage de col de Balme, Grand Col Ferret, enfin tous les grands cols, les passages de frontières, etc. Et puis en fait, en gros, on s'est aperçu que ces patients-là, ils avaient marché. Donc on a réussi. On a fait le tour du Mont Blanc avec tous ces patients sans le moindre problème, même pas une piqûre de guêpe, même pas un coup de soleil. Tu vois, pas de spasticité, rien du tout. Tout était extrêmement positif. Ils ont passé en moyenne 9 heures à marcher par jour. Alors que c'est des gens qui marchaient plus. Ils étaient continuellement entre le taxi qui venait les chercher pour aller à droite, à gauche, etc. Et c'est pas simplement le fait d'avoir fait le protocole de 8 séances pendant 24 sessions d'entraînement qui a fait ça. C'est la notion de réaliser un défi. Et cette notion de défi, elle a été vachement discutée après par eux, parce que c'est des patients qui ne parlaient plus, mais on a fait un événement à la fin de ce tour du Mont Blanc, et ils ont pris la parole devant 100 personnes, ils ont racheté une voiture, ils ont repris des groupes de parole. Enfin,
il y a des défis comme ça de vie, hein, c'était un peu leur défi de vie pour eux. Des défis de vie qui ont des conséquences extrêmement positives sur du très long terme dans le quotidien. Et moi, je suis persuadé que si aujourd'hui on met un peu les gens un peu plus devant des défis peut-être de grande ampleur ou pas, mais voilà, on va arriver à changer les comportements, on va arriver à modifier l'approche qu'on a très personnelle de notre santé, de nos engagements vis-à-vis de notre santé, mais il faut passer par des défis. Et les défis, ça peut être des petits, des gros, des moyens, mais moi je suis convaincu de ça. Ouais, je suis tout à fait en phase avec ça et j'aime bien l'idée du misogi pour illustrer ce concept. Le misogi, c'est un défi psychologique, mental, qui se déguise en défi physique. L'idée, c'est pas d'être performant. L'idée, c'est plutôt d'aller toucher les limites de ce que tu penses être possible pour les élargir un petit peu et puis surtout pour aller chercher au fond de toi des ressources dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Et je pense qu'il y a vraiment que dans des états d'adversité, dans des états vraiment difficiles, que tu peux aller accéder à ces ressources, mais qu'une fois que tu en as pris conscience, le monde autour de toi, les lunettes avec lesquelles tu regardes ton environnement et ta vie, soudain s'élargissent de façon drastique. Et le misogynie, c'est extrêmement simple, il y a seulement 2 règles. La première, c'est 50% de chances d'échouer. La deuxième, c'est ne pas mourir. Ok ? Donc, la hauteur du misogynie, il n'y a pas de hauteur en fait. D'ailleurs, c'est même pas quelque chose dont tu devrais parler sur les réseaux sociaux pour te faire mousser et te dire regarde ce que j'ai réussi à faire. C'est quelque chose que tu fais juste pour toi-même et avec toi-même. Et donc, à partir du moment où la première règle, c'est-à-dire une chance sur 2 de ne pas y arriver, est respectée, tu vois, pour certains, une chance sur 2 d'échouer, ça peut être courir un 10 km, pour d'autres, ça va être traverser la Manche à la nage. On s'en fiche en réalité. Ce qui est important, c'est d'aller te confronter justement à un défi. Et d'ailleurs, peut-être même que pour ton misogynie, ça vaut peut-être même le coup de pas te préparer spécifiquement, tu vois, genre de le décider et puis tu le fais ce week-end là, quoi. Comme ça, t'as même pas la préparation physique avant. Parce que l'idée et l'objectif, et contrairement à tout ce qu'on fait dans la vie, là, l'objectif, c'est pas de réussir coûte que coûte, c'est pas d'éviter l'échec. Au contraire, si tu veux réussir ton misogynie, potentiellement, peut-être que tu devrais échouer. Et d'ailleurs, si tu en fais chaque année, parce que l'idée c'est d'en faire un chaque année, sur 10 ans, tu devrais avoir échoué à la moitié de tes misogynnies. Si tu les as tous réussis, c'est pas une fierté, ça veut dire que t'as pas choisi quelque chose de suffisamment challengeant pour toi. Or, c'est vraiment dans ce challenge que tu vas chercher ces ressources et je crois que ça t'enrichit vraiment en tant que personne. Tu vois, moi, par exemple, j'avais un traumatisme vis-à-vis de l'endurance parce que au collège, au lycée, j'étais mauvais, donc j'avais séché tous les cours parce que j'avais honte et je voulais pas que les gens sachent à quel point j'étais mauvais, donc j'ai jamais couru et j'ai toujours détesté ça. Et puis un jour, je me suis dit, je veux prendre ma vengeance contre mon passé, et puis je me suis mis à courir un peu et maintenant je fais des trails qui font parfois enfin, là par exemple en Écosse, qui fait 125 km et 5000 mètres de dénivelé et je trouve ça incroyable parce que tu vois, je suis chez moi, je regarde par ma fenêtre, je vois le pic des Mémises, il me paraît super loin quoi. Et mon mois d'avant, il se serait dit c'est impossible d'aller en haut et puis de faire le tour en une après-midi. Et mon mois d'aujourd'hui, c'est juste une balade, tu vois. Et je trouve ça génial parce que c'est pas le fait d'être capable de le faire physiquement ou pas, c'est le fait de te dire que les limites de ta perception, les limites avec lesquelles tu interagisses avec ton monde, avec le monde autour d'ailleurs, deviennent soudain beaucoup plus larges. Et donc tu te sens capable de plus, tu te sens plus en sécurité aussi. D'ailleurs, j'ai une conviction, c'est que le corps humain est designé pour la survie d'abord, et puis pour répandre ses gènes ensuite. Et la survie, elle est médiée par 2 choses. Le fait de parfaitement bien fixer les bases de la pyramide physiologique, et la deuxième chose, c'est de se sentir en sécurité. Mais se sentir en sécurité, ça veut dire quoi ? Se sentir en sécurité, potentiellement, c'est avoir de l'argent, un toit où vivre, un frigo plein. Ok, ça, tout le monde y a globalement accès. Même si, évidemment, parfois, tu vois, tu peux avoir un peu d'incertitude dans ta vie professionnelle ou avoir plus de mal à boucler tes fins de mois et du coup, ça va créer du stress parce que ça fait diminuer ton niveau de sécurité. Mais il y a aussi cette notion de la sécurité de
est-ce que je suis capable de faire face à mon quotidien, tu vois? Est-ce que je peux faire des courses et me dire, ok, j'ai des gros sacs, je vais réussir à aller, ou je dois déménager ma maison et je vais réussir à déménager sans problème, ou je suis capable de faire ceci ou de faire ça. Le fait de se sentir capable, physiquement et mentalement, pas de faire des choses incroyables, mais juste de dealer correctement avec son quotidien, ça te met dans un état de sécurité. Et donc si en plus tu gères bien les bases de ta pyramide physiologique, et ce podcast te donne beaucoup d'outils pour ce faire, eh ben, je pense que dans ce cas-là, tu peux tendre vers la performance. Je pense que la performance, c'est un luxe. Le corps, il y va que si la base, elle est parfaitement fixée. Et donc la performance, je ne parle pas seulement de performance sportive, je parle aussi de performance mentale. Je parle de performance de vie, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure d'intensité, de pouvoir jouer pleinement au grand jeu de la vie et d'y jouer à fond, quoi. Ouais, non, mais c'est juste, hein. Tout est juste, tout est une notion de dose aussi. Enfin, voilà, je te rejoins aussi sur tout ce que tu dis. Et puis, je suis convaincu que la routine fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que on peut pas aujourd'hui espérer se sentir vaillant, en pleine vitalité, en pleine possession de ses moyens pour, euh, pour ouais, réaliser tout ce qu'on veut dans la vie, que ce soit professionnel, physique, enfin voilà, et puis faire face aux différents stress et dangers, sans une rigueur au final, sans une rigueur vis-à-vis de soi. Et souvent, je trouve qu'on assiste aussi beaucoup les gens dans dans cette notion-là de voilà, on donne pas le moyen aux gens d'être rigoureux vis-à-vis d'eux-mêmes. On leur dit ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça, voilà ce qui existe, voilà ce que vous pouvez faire, et puis on vous prend en charge pendant une semaine dans une clinique de longévité, et puis après derrière, voilà, on vous donne des bons conseils, probablement. Je critique absolument pas ce genre de clinique, mais moi ce qui me dérange un peu, c'est le suivi derrière, et c'est voilà. Qu'est-ce qui se passe après dans la vraie vie? Et puis dans la vraie vie, bah faut donner les moyens à chacun d'avoir ses propres outils et de les utiliser correctement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On va essayer de réfléchir ensemble à des solutions, que ce soit des outils, des services qui nous permettraient, des produits qui nous permettraient de participer à opérer ces changements. On a évoqué rapidement la lumière rouge. C'est un truc que tu as étudié? Non, alors, c'est un truc que j'ai testé moi. J'ai testé plein de trucs, voilà, plein de gadgets entre guillemets et plein de techno. Je me suis fait des avis plus ou moins tranchés. Ouais, j'ai utilisé. Et alors, quel est ton avis? Je reste, enfin, tu vois, si tu me demandais de choisir entre m'exposer le matin, le lever du soleil et puis la lumière rouge, je prends le soleil. Ok, super. Je reviens à Audio Vitality. Audio Vitality? Audio Vitality, ouais. Audio Vitality. Parce que on a digressé, et c'est le but de ce podcast, et d'ailleurs c'est le principe d'une conversation autour initialement de cette première entrée qui était la stimulation des fascias et toute la vascularisation qu'il peut y avoir derrière. Il y avait une deuxième entrée qui était le fait d'activer le système nerveux parasympathique de façon très forte, donc d'avoir un moment de détente accrue. Ça me fait penser à une autre technologie qui est un petit peu à la mode en ce moment, qui permet de stimuler le nerf vague. Est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce sujet? Alors, moi, la variabilité de fréquence cardiaque, c'est vrai qu'on l'étudie maintenant en routine chez nous, à Audio Vitality, puis on l'utilise justement pour monitorer les effets, etc. La stimulation du nerf vague, ouais, moi j'ai commencé à travailler dessus pendant ma thèse à Saint-Étienne. Après, on a fait un gros break sur cette thématique-là. Mais, enfin, oui, il existe des outils aujourd'hui qui sont, il y en a plusieurs, et qui fonctionnent. Le mécanisme d'action, il n'est pas toujours le même, mais en tout cas, le résultat est toujours un peu le même, de surstimuler le parasympathique, justement pour créer une deep relaxation ou ce genre d'effet. Donc, je dirais pas qu'il y a des outils qui sont mieux que d'autres. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montrent les bienfaits de cette stimulation du nerf vague. Donc, aussi bien dans le domaine de la performance que dans le domaine de la longévité, de nouveau on y revient, mais aussi dans le domaine de la santé, de manière générale. Donc après, voilà, tout dépend encore une fois, cette rémanence
donc les effets rémanents de la stimulation du nerf vague. Ça peut être en aigu, ça peut être à moyen terme, ça peut être à très long terme. Et des protocoles d'utilisation. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit rentable. Donc voilà, donc il y a toutes ces réflexions-là qui, moi, aujourd'hui m'animent. Je sais qu'aujourd'hui, moi, l'outil que j'utilise le plus pour ça, de nouveau, c'est notre techno, qui montre des effets qui sont extrêmement positifs sur du très long terme, sans forcément s'exposer à des vibrations tous les jours pendant 50 minutes. Donc voilà, moi, j'ai cette notion-là cette préoccupation, en tout cas là, de me dire, ok, très bien, je stimule, je stimule à fond le parasympathique à des hauts niveaux du coup de stimulation de manière extrêmement rentable pour des indications très précises. Voilà. Ouais, parce que ces technologies qui stimulent le nerf vague, personnellement, je n'ai pas encore testé, j'en ai entendu parler, mais l'idée, c'est d'avoir une forme de vibration, j'ai l'impression. D'ailleurs, on sait que le fait de chanter des om ou de faire des gargarismes ou ce genre de choses, en fait, fait vibrer et stimule le nerf vague. Et donc, je crois que ces technologies, en réalité, ont un mécanisme relativement similaire qui viennent directement, en fait, activer le nerf vague. Toi, tu disais que face à ces technologies, tu préférais celles que vous aviez mises au point. Je pourrais te répondre que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller dans une chambre pour faire ce type de séance. Vous n'avez pas ça partout, tu vois. Et donc, on en revient au même problème qu'avec les cliniques de longévité, qui est que, tu vas y aller pendant une semaine et puis après, qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Mais je crois savoir que vous avez développé une app qui permet potentiellement d'avoir le même type de bénéfice. Voilà, effectivement, on a développé une app qui permet d'être un complément idéal au studio qu'on a dans les centres, et puis surtout un compagnon du quotidien, en gros. Parce que l'app, justement, elle utilise les mêmes sons. Alors on n'aura pas l'entrée mécanique dont on a parlé, la vibration des fascias, des muscles, etc. Par contre, on a une stimulation du système nerveux parasympathique par les récepteurs du conduit auditif, et donc on va stimuler de toute façon de nouveau ce côté du système nerveux autonome. Et du coup, on a quatre grands programmes dans l'app. On a un programme Sleep, donc qui va stimuler le sommeil, donc qui va accélérer le temps d'endormissement et augmenter le temps de sommeil profond. On a un programme qui est plutôt focus, qu'on utilise en double tâche, donc quand on lit, quand on conduit, voilà. On a un programme relaxation, après un effort physique notamment, enfin si on parle de sport. Et puis on a un programme vitalité qu'on utilise plutôt le matin au réveil pour booster un petit peu l'organisme. Donc c'est des durées de 20 minutes qu'on utilise avec un casque de préférence qui englobe les oreilles, avec voilà, peu importe la marque. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire quotidiennement. Et on a fait 2-3 études qui ont montré qu'on avait un effet cumulatif. De nouveau, un peu un effet dose-réponse, c'est-à-dire que si on cumule quotidiennement les 20 minutes de son avec l'application mobile et qu'on a un complément vibratoire Whole Body Vibration dans les studios, on est extrêmement performant en fonction des programmes qu'on utilise. Donc nous, on a tendance aussi, alors comme tu disais, qu'est-ce qui se passe après 10 séances? Donc effectivement, on a un protocole, si on doit parler protocole, nous, de 10 séances de stimulation en centre, avec un complément journalier d'utilisation de l'app, avec des programmes, encore une fois, spécifiques. Et une fois que les 10 séances sont terminées, on propose aux gens de continuer à utiliser l'application mobile. Et généralement, on les équipe d'un bracelet Whoop, qui monitor le sommeil, le stress, les charges, enfin, etc. Différents biomarqueurs qu'on utilise nous au quotidien, notamment le HRV, et qui nous permet d'éduquer un peu les patients à ça. Et puis quand les patients et les clients voient que ils dorment moins bien, ils sont un peu moins performants, ils subissent un peu trop le stress, ça leur permet de revenir spontanément chez nous, de refaire des protocoles de 10, 5 ou 10 séances. Mais l'application mobile, c'est quelque chose qui est utilisé au quotidien. Et il y a un intérêt aussi, c'est que on a un système de conciergerie, d'accompagnement de luxe un peu avec cette app, parce qu'en fait, quand vous prenez l'app, vous avez une première visio avec nos experts
qui vous permettent de personnaliser votre profil sonore. Donc, en fonction de vos caractéristiques, de votre vie, de vos indications, de vos besoins, etc., on crée une bibliothèque sonore personnalisée. Et 1 heure après, vous avez vos sons que vous pouvez utiliser, votre bibliothèque que vous pouvez utiliser au quotidien. Et dans une autre perspective, parce qu'au final, tu parles de son, tu parles de vibration, on l'a rapidement évoqué, mais les sons binauraux, en réalité, c'est aussi une question de fréquence qui potentiellement permettent de moduler ou modifier les ondes cérébrales. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'en pense du bien parce que nous on en a aussi. Dans nos sons, ils ont 4 caractéristiques particulières. Donc toi tu as eu la chance de rencontrer le créateur des sons, Pierre Ubeza. Donc lui il a créé ses sons sur 4 bases très spécifiques. Un, de la binauralité, donc on a ces sons binauraux dans les programmes sonores. On a une autre caractéristique qui est bien particulière, c'est la continuité, c'est-à-dire que les sons, c'est des petites briques de 3 minutes qui sont totalement continues et qui saturent justement les neurones pour justement induire une deep relaxation hyper rapide. Donc on a ces sons qui sont continus, des sons qui sont basse fréquence, donc ça c'est la grosse originalité aussi, donc entre 40 et 80 Hz, et puis on a des sons complexes et binauraux. Donc on a ces quatre caractéristiques qui font l'originalité des sons par rapport à d'autres programmes sonores qu'on peut trouver comme des applications Petit Bambou, ou même des sons qu'on écoute sur Spotify qui sont uniquement des sons binauraux. Ouais, moi j'ai une app qui s'appelle Brain.fm que j'aime bien écouter le matin lorsque je travaille justement dans ma phase de deep work. Et donc je mets donc c'est des sons d'ambiance binauraux et donc j'aime bien ce mode focus. Je pense qu'il y a 2 trucs par rapport à ça. Le premier, c'est que ça m'isole dans une bulle qui m'aide à me concentrer parce que ça me coupe du monde extérieur. Il y a tout un pattern aussi. Tout à l'heure, je parlais d'ancrage avec mes routines. Donc, il y a un ancrage avec le fait d'utiliser ça. Voilà. Et puis après, potentiellement aussi l'effet lui-même des sons binauraux. C'est documenté par la science, ça commence. Il y a un consensus autour de ça? Autour des sons binauraux? Oui. Oui, on trouve des articles dessus, ouais. Donc ça... Ouais, pas de souci. Ouais, c'est solide. Tu as cité plusieurs fois la variabilité de la fréquence cardiaque. Pour toi, c'est aujourd'hui le meilleur marqueur pour mesurer l'état de forme, de récupération et d'équilibre d'un individu? Alors, je sais pas si c'est le meilleur, en tout cas, c'est un marqueur qui est simple à utiliser, même si on a 18 paramètres qui peuvent être complexes à traiter, mais en tout cas, c'est un marqueur qui est aujourd'hui fiable, sensible, reproductible. C'est un facteur pronostic de mortalité chez plus de 65 ans, et c'est un marqueur qui est lié aux différents événements qui est lié à différents marqueurs de sommeil, de stress, de fatigue, de pathologie, etc. Donc, c'est quelque chose qui permet qui est relativement sensible dans le sens où, si on fait une bonne baseline chez chaque individu, on arrive à monitorer correctement tous ces processus physiologiques, tous ces états de santé, quoi. Donc oui, pour moi c'est un des indicateurs les plus puissants. Et tu parlais de l'utilisation du Whoop qui permet du coup d'avoir cette donnée de variabilité de la fréquence cardiaque et en plus plein d'autres qui sont liés à la qualité du sommeil, à la fréquence cardiaque au repos, le point le plus bas pendant la nuit, etc. Il y a des concurrents comme Oura Ring que j'ai eu pendant un moment, tu as une Garmin au poignet. Est-ce que pour toi, tous ces devices de feedback et de monitoring se valent ou bien Whoop est largement devant les autres? Alors, je vais te prendre un exemple. L'autre jour, je discutais avec une directrice d'une clinique de longévité qui est à fond dans le monitoring. Elle avait une Whoop et une Apple Watch. Et je dis, mais alors, question, pourquoi vous avez les 2 outils sur vous? Elle me dit, parce que du coup, avec mon Apple Watch, je regarde ci, et puis avec ma Whoop, avec l'Oura Ring, je regarde ça. Je dis, ok, bon, mais allons un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que tous les paramètres qui sont communs aux 2 sont validés dans les 2 outils? Et puis en fait, le problème, c'est qu'elle savait pas trop me répondre à ça. Et puis j'ai creusé le truc, le sujet. Et puis effectivement, alors, si je dois prendre Whoop, par exemple, comme exemple, Whoop, il monitore très bien le sommeil. Parce qu'il y a des études qui ont montré, qui ont comparé à des mesures classiques, gold standard, sommeil, etc. Donc, on peut dire que Whoop a des paramètres de mesure, enfin, quand il mesure les paramètres, par exemple, de HRV, variabilité de fréquence cardiaque, sommeil, c'est des paramètres qui sont extrêmement
puissants et validés chez Whoop. D'autres paramètres comme la saturation, les moins. Donc, on va pas regarder la saturation en oxygène chez Whoop. Et c'est peut-être pour ça que d'autres portent des compléments de device. Oura Ring est très bon pour le monitoring du HRV du sommeil, pareil. Un peu moins pour tout ce qui est captation de l'activité physique, mesure de calories, choses comme ça. Alors que le Whoop le fait très bien aussi. Garmin est bien meilleur dans ça. C'est-à-dire que Garmin va mieux monitorer la dépense énergétique, l'activité physique et probablement les paramètres cardiovasculaires en activité. Au repos, Whoop est meilleur. Enfin voilà, donc ça dépend ce qu'on veut regarder. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit qu'aujourd'hui les gens portent plusieurs devices sur eux pour avoir une approche un peu holistique quoi, du monitoring. Ok, très clair. Donc tu bosses dans une startup innovante, tu es aussi chercheur, tu écris des articles dans Sport et Vie, tu es professeur, tu travailles avec des athlètes. Dans tout ce parcours quand même qui est lié à l'exploration, et puis t'es explorateur aussi personnel, dans le sens où tu testes plein de choses aussi sur toi. Tu m'avais confié t'être amusé à tester un peu toutes les applications de méditation, etc., pour les comparer avec ce que vous faisiez. Enfin, voilà, face à toute cette exploration, à cet état d'esprit qui est vraiment lié à la recherche, à la science, est-ce qu'il y a un sujet vraiment important sur lequel tu aurais changé d'avis ces dernières années ? Quelque chose dont tu étais convaincu à l'époque, et puis là tu te dis non mais attends, c'est n'importe quoi ça en fait. Ouais, ça demande réflexion ça. C'est pas. Alors changer d'avis radical, je crois pas. J'ai peut-être des avis un peu plus modérés sur certains sujets. Moi, des sujets aujourd'hui qui sont un peu plus flottants pour moi, c'est peut-être des sujets liés justement à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'implication de la personne. C'est-à-dire que il y a des technos qui sont extrêmement intéressantes. À partir du moment où tu n'adhères pas spontanément à la techno, je vois pas comment on va pouvoir mesurer correctement des choses avec la techno. En gros, ce que je veux dire, c'est que si tu es adepte du froid, c'est très bien, tu vas utiliser le froid pour plein de choses dans ta vie. Mais si on t'impose de le faire, je suis persuadé qu'on n'aura pas les mêmes effets physiologiques même dans la vie quotidienne. Et c'est l'application de ces effets-là qui sont importants pour moi aujourd'hui. Pendant un temps, moi, je ne jurais que par, allez, je prends un exemple très concret, la cryothérapie corps entier. Voilà, j'étais fan des chambres de cryothérapie où où tu rentrais à 3-4 personnes, tu avais un SAS -60, un SAS à -110. Et je me disais, mais oui, mais tu stimules l'hypothalamus parce que tu as le cerveau dans le froid, enfin, blablabla. Plein de trucs hyper concrets, hyper bien. Ok. Moi, aujourd'hui, je me dis, bon, si t'as un lac à côté de chez toi ou si t'as un bain froid, pour ce que tu veux faire et de manière routinière, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être plus simple. Je dis pas que je renie complètement la cryothérapie corps entier. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple parmi d'autres que, voilà, où je tempère un peu mes ardeurs sur des sujets comme ça, quoi, tu vois. Et avec tous les outils que tu as testés, que tu as utilisés, est-ce qu'il y en aurait 3 que tu retiendrais et que tu aimes bien utiliser on a parlé plusieurs fois de routine, que tu essaies d'utiliser tous les jours? Pas forcément des outils physiques d'ailleurs, hein, ça peut être des outils, tu vois, respiration, enfin ça peut être plein de choses. Vraiment, est-ce qu'il y a 3 petits hacks qui te permettent, selon toi, d'exprimer ton plein potentiel? Alors, il y a un outil, moi, que j'aime bien utiliser, c'est l'outil monitoring. Donc, qui me permet je trouve que moi, ça me stimule suffisamment pour modifier mon comportement. Tu vois, la Garmin, la Fenix, là, je la décortique dans tous les sens. J'aime bien les datas, mais je suis pas obsédé par ça. Mais du coup, j'essaye vraiment de comprendre et d'aller loin dans l'analyse des données qui sont validées, encore une fois. Tu regardes quoi, par exemple, par la montre. Moi, je regarde alors, j'aime bien regarder mon temps de sommeil et j'aime bien regarder le temps d'endormissement que j'ai, le rapport entre le temps où je suis allongé, le temps où je dors, et puis les différentes phases et les différents cycles de sommeil, si c'est harmonieux. Je regarde mon HRV, mais pas que sur la nuit. J'essaye de me faire des moments dans la journée de mesure du HRV pour voir si ça correspond à mon monitoring nocturne. Et donc, par exemple, si donc effectivement, tu as une petite option qui te permet en 2 minutes de mesurer ton HRV pendant la journée.
si tu t'aperçois que ce HRV est plus faible que celui que tu avais en moyenne pendant la nuit, tu te dis potentiellement je suis peut-être fatigué, etc. machin. Et s'il est plus élevé, tu dis ok, là je peux y aller pleine balle. Ouais, la plupart du temps, c'est un peu ça, parce que c'est plutôt la deuxième situation, parce que la nuit, je dors peu, et puis ces temps, je dors mal, et puis là, je suis vivant les vacances, si tu vois ce que je veux dire, faut vraiment que je me repose un peu, donc je suis un peu cramé, donc j'ai un HRV dans les chaussettes, mais par contre, la journée, quand je mesure mon HRV, il y a un petit biais, je le mesure à des moments où je suis évidemment au calme, mais où je sais que je suis pas si mal que ça, et je suis relativement bien réveillé, etc. Et puis je me dis, tiens, c'est cool, ça va, c'est pas si mal. Et puis non, mais au-delà de ça, ça me donne des indications aussi comment driver un peu ma journée. À me dire, ah bah tiens, ça, il y a un effet positif en aigu, j'en étais convaincu, je mesure, c'est très bien, donc allons un peu plus loin dans cette démarche-là. Donc voilà, j'ai marché, tu vois, je monte à pied, là on a pris le métro ce matin, mais la plupart du temps je monte à pied, je redescends à pied. Voilà, c'est pas très long, c'est 15-20 minutes, mais au moins, tu vois, je sais que mon HRV est boosté derrière, etc. Enfin, il y a plein de petits indicateurs comme ça qui guident ma journée et qui guident mon quotidien. Et pas l'inverse, je me crée pas des routines pour me dire après, en monitorant mon HRV ou autre chose, ah bah c'est cool, je monitore mon truc et je me dis, ah ça a marché, ça a pas marché. Et je fais des tris. Combien de temps après avoir effectué l'action, tu dois prendre ta mesure pour objectiver le fait qu'elle ait eu un impact positif? Ah, j'arrive pas à savoir exactement. Par exemple, tu vois, imagine demain, t'intègres Wim Hof, parce qu'on en a parlé pendant le podcast. Ouais. T'intègres la Wim Hof, par exemple, 3 cycles de respiration de 30 respirations tous les matins. À quel moment est-ce que tu vas regarder ton HRV pour voir si ça a eu un impact positif ou pas? Alors, je vais déjà essayer de monitorer pendant pour voir ce que ça fait. Et puis, je vais le regarder en aigu, 30 minutes après et 1 heure après. Je vais faire trois mesures de 2 minutes, tu vois, pour voir un peu. Parce que une mesure, moi, ça me satisfait peu au final, parce qu'on sait qu'il y a des effets qui sont cumulatifs et qui sont rémanents dans le temps. Donc, de mesurer pendant, c'est une bonne chose, même si ça ne m'apprendra pas grand-chose peut-être. Juste derrière, on verra un effet en aigu. 30 minutes, c'est sub-aigu, donc ça reste un peu dans cette phase-là. Et puis de voir un peu un effet qui voilà, sur 1 heure après. Et si je ressens d'autres trucs un peu au niveau sensoriel, voilà, curieux, je le referai plus tard. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je le ferai. Et potentiellement, tu vas faire le même protocole le lendemain sans faire Wim Hof pour avoir une baseline de référence? Mais c'est un peu mon côté scientifique qui prend le dessus. J'essaie toujours d'avoir des effets, enfin, des éléments comparatifs, soit placebo, soit gold standard, pour me dire, ok, bon, pour moi, ça marche comme ça et je me plante pas trop, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a l'aspect un peu monitoring. Si je devais retenir aussi un truc que j'ai envie de faire, c'est cette méthode Wim Hof. J'ai clairement envie de m'y mettre. Donc, voilà. Et il y a de nouveau ce côté naturel où les bienfaits simples de la marche. Voilà, alors on avait de la chance, moi j'habite Vinziers, il n'y a pas personne autour de moi il y a des prés, des forêts et puis des montagnes, donc du coup, ouais, je pars de chez moi, quoi. Donc, et puis la marche, surtout ne pas trottiner, ne pas courir. Alors, des fois je cours, des fois je trottine, je fais beaucoup de VTT, mais la marche, simplement la marche, c'est se réguler, s'autoréguler, à marcher à une fréquence donnée, pas forcément chercher la performance, mais voilà. Ça, c'est un truc que j'arrive à faire et puis qui fait pas mal de bien. Ouais. Cool. Est-ce que tu as des enfants? Ouais, alors moi, je suis recomposé, donc on vit. Je suis remarié, ma femme a 2 enfants, on vit avec eux. Et puis moi, j'ai 2 enfants aussi qui vivent avec leur maman, qui vivent à Saint-Étienne. Donc moi, mes enfants, si tu veux, ma fille a eu 18 ans il y a quelques semaines, ce qui m'a foutu un petit coup au moral, mais qui m'a aussi un peu stimulé, donc c'est sympa. Mon fils a 13 ans. Et puis les 2 enfants de ma femme, ils ont 11 et 15. Quelle leçon est-ce que tu aimerais leur transmettre? Il y avait une leçon que tu aimerais vraiment, absolument leur transmettre, ce serait quoi? Dans quel domaine? Dans la vie, en tant que père? Ah, en tant que père, c'est d'être... Pas en tant que père, pas en tant que père eux-mêmes, mais toi en tant que père, s'il y a une leçon, une chose dont il faudrait absolument qu'ils soient conscients et que voilà, si c'était la seule chose que tu arrivais à leur transmettre, ça serait ça. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire au quotidien, je me rends compte que si tu prends soin des autres, tu arrives assez bien à prendre soin de toi. Parce que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça veut dire plein de trucs. Donc, ça veut dire prendre du temps pour soi, chose qu'on n'arrive pas toujours à faire, mais il faut quand même y arriver. C'est prendre soin de son physique, de sa santé, avoir un bon boulot, être épanoui, avoir de la vitalité, pas tomber malade. Donc ça engendre plein de choses. Donc, voilà, ça serait un peu ça, quoi.
Ouais, pas mal, ça me plaît. Bon, pour ceux qui ont été intéressés par tous les sujets qu'on a abordés, ça a quand même été riche. On a parlé de pas mal de choses différentes. Il y en a peut-être qui auraient envie d'aller plus en profondeur sur des sujets un petit peu techniques. Tu vois, on essaie à chaque fois de à la fois ouvrir les perspectives, mais de parler avec un langage qui soit suffisamment vulgarisé pour être compréhensible, même si forcément, si on veut aller en profondeur des choses, on est obligé de temps en temps d'utiliser des termes qui peuvent être complexes. Donc pour ceux qui ont envie de te contacter, je pense qu'ils peuvent te rejoindre sur LinkedIn, c'est pas mal ça? Ouais, LinkedIn, c'est très bien. Ouais, parfait. Je mettrai le lien dans l'article lié. Si on veut tester Audio Vitality, comment est-ce qu'on fait? Donc il y en a un ici, il y a un studio à Lausanne. Vous en avez un à Paris aussi? Un à Paris et puis un à Montreux. Et puis voilà, le mieux c'est d'aller soit sur le site Audio Vitality de prendre un rendez-vous, soit de passer par moi et puis moi j'organise le rendez-vous. Ok, et l'application en soi, pour l'instant, elle n'est pas ouverte, sauf à ceux qui ont déjà fait cette première initiation avec la vraie expérience, quoi. Non, alors on peut avoir accès à l'application par le site. On peut la télécharger sur Apple Store ou je sais plus comment c'est l'autre, Google Play. Mais voilà, mais ouais, on peut avoir accès, mais il faut passer par notre site internet, puis voilà, s'inscrire, prendre un rendez-vous, puis après c'est toute la démarche classique. Donc prendre un rendez-vous pour l'app ou pour le studio, tout se fait sur le site internet d'Audio Vitality. Ok, trop cool. Bah écoute, je suis ravi de cet échange Moi aussi, ouais. qui était très vaste. Franchement, je suis content parce que on a ouvert des perspectives, on a parlé d'outils, de sujets, etc., qui sont vraiment très très variés, des choses qui font partie du bon sens et de la simplicité, et d'autres qui sont à la pointe de la technologie. Et je trouve qu'on a navigué entre toutes ces eaux avec beaucoup de talent. Ouais, on n'a pas été mauvais, je pense. Merci beaucoup, Francis. Merci à bientôt. toi. Ouais, Bye à bye. très bientôt. Ciao.